Hello Florent, je suis super contente de t'avoir aujourd'hui comme invité pour le podcast Divergent. Et d'emblée, en général, je propose à mes invités de se prêter au jeu de la présentation en leur demandant comment est-ce qu'ils se présentent généralement quand une personne les découvre. Alors déjà, merci de m'avoir invitée. Je suis contente d'être là. Et Mm. au niveau de la présentation, si je parle de la présentation professionnelle, moi, j'accompagne les entrepreneurs qui sont désalignés avec leurs envies, qui n'arrivent pas à décider de ce qu'ils veulent faire. Et mon rôle à moi, c'est de les aider à se reconnecter à leur trip, à leur désir Mhm. profond. Et pour ça, j'utilise notamment le design humain, le human design, pour fluidifier tout le process. Et Mm. le but, c'est de les aider non pas à créer un business parce que ça fonctionne, parce que ça rapporte de l'argent, parce que ça marche, parce que c'est approuvé par la communauté des entrepreneurs, mais bel et Mhm. bien parce que c'est leur projet à eux qui leur prend aux tripes à eux. Parce que c'est le seul moyen, être connecté à tes tripes, à tes désirs profonds, c'est le seul moyen de trouver suffisamment de courage pour Mhm. affronter l'entrepreneuriat. Parce Mhm. qu'entrepreneur, être entrepreneur, c'est quand même difficile, comme Mhm. c'est le cas d'être salarié, surtout quand tu n'as pas envie d'être là ou que tu n'y es pas pour les bonnes raisons. Mhm. Donc moi, c'est ça que je les aide à faire, étape par étape, donc à se reconnecter à leur puissance identitaire, donc qui je suis, à la puissance de leur désir profond, qu'est-ce que je veux, pourquoi, Mhm. et à se reconnecter ensuite à leur intuition et à leur prise de décision pour réussir à mettre en place les bons plans d'action, les bonnes stratégies, non pas les stratégies qui créent un malaise dans leur corps, mais celles qui les challengent juste suffisamment pour les aider à avancer. Et Mhm. à partir de là, quand tu sais faire ça au quotidien, tu te rapproches de l'autonomie et donc de la liberté et de la sécurité intérieure. Ok. Donc, en général, donc, ce que tu fais, c'est présenter, enfin, permettre aux personnes quelque part de se reconnecter à qui elles sont vraiment pour que ce qu'elles font soit quelque part en accord avec leur singularité, avec leur mode de fonctionnement et non pas forcément, comme tu disais, par des stratégies testées et approuvées 1000 fois, mais voilà, où on sent qu'il y a une résistance à un endroit, etc. Bah là, dans le fait de se connaître soi-même à travers ton accompagnement, ça leur permet à eux de pouvoir poser des actions plus alignés par rapport à qui ils sont, c'est ça? Ouais, c'est ça l'idée, c'est de se rapprocher de la justesse du cœur, en fait. Mmh. Et pour ça, j'aime bien faire la distinction entre ce que moi j'appelle le business froid. Donc, Mmh. c'est les stratégies, les outils, le marketing un peu à la La gang, tu méthodo, ouais. vois, la méthodo, et le business chaud, qui est le business du cœur, le business où tu suis ton intuition, où tu apprends à lâcher prise, à te faire confiance, à suivre les synchronicités. Enfin, c'est la Mmh. partie plus énergétique, on va dire. Et dans un business, on a besoin autant de l'énergie que de la stratégie du marketing. Et donc, Mmh. c'est comprendre en fait c'est quoi la différence entre les deux et à quel moment est-ce que je peux utiliser l'un ou l'autre pour pouvoir avancer de façon intelligente d'un point de vue Mmh. émotionnel, Mmh. mental, physique et organisationnel. Et en fait, c'est ça qui nous permet de réussir à nous poser les bonnes questions, et ça surtout quand on n'est pas forcément dans un environnement qui est porteur. OK. Quand tu es le seul entrepreneur de la famille et que personne ne dit rien à ce que tu fais, pourquoi, et Ouais. te montre toutes les raisons pour lesquelles tu vas te péter la gueule, ou au contraire, si tu descends d'une famille d'entrepreneurs qui a réussi et que toi, ça te met la pression parce que Mmh. tu dois keep up, tu vois, tu dois rendre Tu ton dois être à travail. la hauteur, quoi, quelque Voilà, part. tu Mmh. dois être à la hauteur, ou alors tu t'es reconverti parce que Mmh. tu en avais marre de ton job de salarié. Donc tu t'es dit, bah tiens, je vais apprendre un nouveau métier qui me passionne, mais tu n'as pas capté qu'entre les deux, dans ce nouveau métier, ça impliquait de te mettre à ton compte et donc de devenir un chef d'entreprise. Mmh. Et c'est une grosse partie, enfin surtout au début, maintenant j'ai plus des entrepreneurs qui sont déjà lancés, mais au début j'avais beaucoup de débutants et c'était vraiment une partie extrêmement importante de mon travail d'expliquer la différence entre c'est quoi apprendre un nouveau métier et c'est quoi devenir entrepreneur et c'est Mmh. quoi devenir un chef d'entreprise. Mmh. Oui, parce que tu parlais de cette notion où tu les accompagnes finalement à faire
ce pas au niveau de leur identité, puisque passe de finalement, peu importe, un salarié ou entrepreneur junior débutant, mais issu de famille qui elle-même entreprend depuis toujours ou pas du tout. Dans tous les cas de figure, ça demande du coup de pouvoir, voilà, de pouvoir changer d'identité. Enfin, je sais pas si c'est vraiment changer, mais en tout cas trouver sa nouvelle place ou sa nouvelle manière de fonctionner dans quelque chose qui est complètement nouveau finalement. Peu importe le cas de figure, quoi. C'est ça. En fait, peu importe l'environnement social dans lequel on est, il y a forcément une pression qui vient avec. Le Mhm, but, moi, ce que je fais avec mes clients, c'est que je les aide en fait à libérer juste ce qui est déjà là, mais tu t'arrives pas à le voir parce que la pression, elle est telle, et peu importe quel type de pression, bah, mhm, qu'en fait, tu t'es plus préoccupé par la pression que par en fait qui tu es vraiment toi. mhm, Donc, c'est déjà réussir à te reconnecter à bah, toi, t'es qui. Et après, en te connectant à tes désirs profonds, bah, tu commences à comprendre c'est quoi tes arguments, tes valeurs, tes motivations, pourquoi c'est important pour toi, c'est quoi la vision qui commence à se dessiner. Et en fait, c'est de tout ça dont on a besoin pour réussir, non pas à convaincre les autres de nous laisser faire, mais mhm, pour réussir à changer notre vibration, changer notre attitude et trouver les mots adéquats, non pas pour que les autres nous acceptent, mais pour leur expliquer les choses. mhm, Et après, c'est à eux d'accepter ou pas. Mais toi, en tout cas, tu sais pourquoi tu es là, c'est quoi tes motivateurs internes. Et même si tu n'as pas de soutien extérieur, bah toi, tu as cultivé la force dont tu avais besoin pour réussir à poursuivre. Parce que dans la vie, on n'est pas forcément soutenu et parfois, et même très souvent, alors moi c'était mon cas, tu dois apprendre à devenir ton propre soutien. Et mhm, après, sur ta route, tu as la chance, parce que tu t'es mis en mouvement et que l'univers t'aide quand tu te mets en mouvement, bah, tu as la chance de rencontrer des nouvelles personnes, comme toi, Sandra, comme plein de personnes que moi j'ai rencontrées, qui vont t'aider à aller dans telle ou telle direction. Et là, mhm, pareil, ce sera à toi de te dire, OK, est-ce que c'est raccord par rapport à ce qui est important pour moi, même si ça me fait très, 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 très peur. mhm. Et en général, plus ça fait peur, plus c'est par là qu'il faut aller. C'est Et du ça. coup, on est aidé sur notre chemin par des rencontres, et c'est toujours une histoire de choix, de décision et de s'écouter. Est-ce que j'écoute ma tête ou mon cœur? C'est vraiment toujours à qui est-ce que je choisis de faire confiance. Mhm, mhm. C'est toujours ça là. Enfin, c'est pas toujours ça la question, mais c'est souvent le cas. À qui est-ce que je veux faire confiance? C'est ça. Et finalement, ça fait appel à ce qu'on va appeler du leadership. C'est développer, finalement, c'est développer son propre leadership, sa propre autorité intérieure, finalement, qui nous permet d'être beaucoup plus stable. Bah, justement, en tant que chef d'entreprise, on vit 14 milliards de challenges sur une journée, parfois sur une heure même. Et donc, et donc, du coup, ça peut faire des yo-yo émotionnels de malade si justement on n'est pas calé quelque part sur quelles sont nos ressources, quels sont nos désirs profonds, quels sont nos modes de fonctionnement, et puis aussi de pouvoir faire ce pas de côté dans ces moments-là, quoi, finalement. Exactement. Et tu l'as dit, en fait, devenir une autorité. En fait, en Mhm. design humain, ce qui se rapproche, on va dire, de l'intuition, ça s'appelle l'autorité intérieure. Donc, en Mhm. fait, le but, c'est que réussir à écouter ton intuition, à écouter ton cœur, ça enlève pas la difficulté du challenge. Ça Oui, c'est enlève pas ça. la difficulté du choix. Par contre, ça t'aide à chaque fois à te remettre dans ton centre de ressources et à te reposer les bonnes questions. Et après, tu fais ton challenge, mais ça enlève pas la difficulté, c'est juste ça va t'aider à changer ta posture et à changer la façon dont tu vas aborder les choses. Donc moi, avant, j'étais quelqu'un de profondément négatif, mais j'avais la dualité que je voyais les opportunités partout. Mhm. Et en fait, je me suis rendu compte au bout d'un moment que c'est pas que j'étais négative, c'est que j'étais dans un monde où on me faisait tout le temps voir tout ce qui pouvait capoter. Donc je voyais les opportunités et puis instantanément, paf, tout ce qui pouvait capoter. Mhm. Et j'ai la chance d'être une anarchiste et une rebelle et avoir un gros problème avec l'autorité. Du coup, j'y allais quand même. Donc évidemment, j'avais plein d'échecs. Je me ratais plein de fois. Et du coup, ça venait confirmer ce que mes proches me disaient. Mhm. Et donc du coup, moi, j'ai toujours eu un énorme problème avec mon estime de moi parce que j'oscillais entre ces deux choses-là. J'ai envie d'y aller, je sais pas pourquoi, mon cœur me dit pas, vas-y. Et le reste, je suis tirée par un élastique, mais je suis Mhm. rebelle, donc j'y vais, je me plante et je dis merde, en fait, ils avaient raison. Mais genre 2 semaines après, j'ai envie d'y retourner. Et du coup, j'avais l'impression d'être schizophrène, tu vois. Mhm. J'ai l'impression Mhm. d'avoir des multiples personnalités. Et du coup, faire tout ce travail-là, bah, ça t'aide à te reposer, ça t'aide à te faire redescendre et à te dire, OK, pourquoi en fait est-ce que j'ai envie d'aller là? Même si je ne sais pas l'expliquer, même C'est si je quoi comprends pas l'élan? encore Mhm. pourquoi, ouais, c'est quoi l'élan intérieur?
Et Mhm. l'élan intérieur, en fait, c'est ton leadership qui est en train de se manifester. Et la question, en fait, c'est que plus tu l'écoutes, cet élan intérieur, ce leadership intérieur, et plus il grandit. Et plus tu t'autorises à le faire, comme par l'expérimentation, bah, plus ça devient facile de t'écouter et plus ça devient facile de, je vais pas dire de t'imposer, mais de rester droite dans tes bottes ou droit dans tes bottes quand tu as une résistance en face de toi. Sachant qu'à Mhm. chaque fois que tu fais quelque chose qui est différent, ça crée toujours une résistance. Donc quand Mhm. c'est toi qui es l'entrepreneur de la famille, bah, il va falloir apprendre à gérer la résistance. C'est ça. Oui, mais c'est ça, c'est le lien finalement dans le travail aussi que tu fais, c'est de permettre une certaine stabilité, on va dire émotionnelle finalement, de l'entrepreneur ou du chef d'entreprise, hein, puisque c'est encore deux casquettes différentes, hein. On peut être solopreneur et pas chef d'entreprise pour autant. Et chef d'entreprise, ça implique encore d'autres voilà, d'autres enjeux, on va dire ça comme ça, d'autres kiffs aussi. Hein, donc, on ne peut pas dégoûter les gens de se dire oh là là, l'entrepreneuriat ou chef d'entreprise. C'est compliqué. Mais c'est vraiment finalement, tu les accompagnes à la fois à mieux se connaître pour prendre de meilleures décisions et pour pouvoir être plus stable émotionnellement face à tous les enjeux. Parce que dans un monde volatile, incertain, complexe et ambigu, comme on dit, on est amené de toute façon à aller chaque fois de plus en plus vite et d'être de plus en plus agile par rapport à tous les changements voilà, qui arrivent de toutes parts. Du coup, là, j'ai envie de te demander si pendant une fraction de seconde, tu vois, on mettait un peu de côté cet aspect-là de ce que tu fais aujourd'hui. Est-ce que tu peux me dire, si tu n'étais plus Florence là, un bref instant, qu'est-ce que tu pourrais être d'autre et pourquoi? Hmm. Ouais, bah, c'est toujours en fait un peu c'est toujours la même chose moi qui me vient. Enfin, il y a vraiment deux possibilités. C'est soit moi, je suis très connectée au monde animal, donc en général mes réponses sont là-dedans. Bah, Mhm, j'en aurais une troisième, mais la première, ça serait soit d'être un dauphin, mhm, un dauphin. soit d'être un cheval parce que ça incarne pour moi la notion de la liberté, de la connexion au côté vraiment tribal, à tes tripes, à ton instinct de ici c'est bon pour moi, ici c'est pas bon pour moi. Et c'est l'individualité en étant dans un groupe. Ça, c'est pour le côté animal. Et côté humain, si par exemple je devais recommencer, et dans un monde où j'aurais été douée en maths et physique-chimie, je me serais probablement rapprochée soit du métier de vétérinaire équin, soit j'aurais été biologiste marin. Ok. Ça fait beaucoup de possibilités. T'en avais demandé une. Ce qui m'intéresse, c'est aussi, tu vois, genre, tu disais, le premier animal que tu as mentionné, c'est le dauphin, mais qu'est-ce qui te parle particulièrement, par exemple, dans le dauphin? Donc là, tu nous as partagé pour le cheval que c'est le côté tribal, instinct, le fait d'être un individu au sein d'un groupe et le côté libre, finalement. Et pour le dauphin, ce serait quoi, du coup, tu vois, les caractéristiques que tu trouves qu'il reflète par rapport à qui tu es? Eh ben, la première chose, c'est que quand j'étais dans le monde de l'entreprise et Mhm, que je travaille dans des environnements extrêmement pressurisant, on va dire, mhm. extrêmement concurrentiel. Et c'était d'usage de dire que fallait être un requin, quand c'était dans un monde de requins, fallait être un requin. Et moi, je disais toujours, les gars, moi, je suis pas un requin, je suis un dauphin. Mais le dauphin, si tu le fais chier, il défonce le requin. Donc ça, c'était la première définition. Ça, c'est le côté un peu rentre dedans quand même, genre Voilà, je suis un gentil. dauphin, mais je suis un prédateur quand même, mec, tu vois. Ah ouais, c'est ça. Et l'autre chose, c'est le fait que les dauphins, c'est des masters absolus dans la communication. Mm, Dans la communication, dans le jeu, dans le subtil, tu vois. Et c'est vraiment, c'est pareil, il y a énormément de soutien dans leur groupe. Quand il y a la mhm, maman et son petit, enfin, ça, tu vois, ça tourne pour regarder, pour surveiller, pour chasser. Et en fait, je trouve ça hyper puissant de te dire que tu peux être toi, partir, kiffer, jouer, parce que c'est hyper curieux. Et en même temps, tu as tout ton groupe qui te soutient derrière. Tu vois, mm, c'est un peu similaire au final dans les deux, mais ce ne sera pas forcément le même aspect. Le dauphin, ça passe beaucoup par le jeu. Et puis, c'est des super bons chasseurs. Ils chassent en groupe, ils sont hyper intelligents, ils s'adaptent
hyper rapidement à la situation. Ils vont chercher des bonnes stratégies. Si ça marche pas, ils vont tester autre chose. Enfin, et ils itèrent très vite, tu vois. Hmm. Et je trouve ça méga passionnant. Tu Ok. On peut voir déjà des parallèles par rapport à ce que tu disais. Donc, sur le côté adaptable, capable de voir des stratégies, avoir l'intelligence quelque part d'itérer aussi, de dire tiens, d'avoir du feedback rapide et de pouvoir hop, proposer d'autres choses. Euh, et bon, j'imagine aussi que en entreprise, comme tu as sûrement eu le même, le même type d'expérience que moi sur le fait de l'importance des jeux politiques, on va dire ça comme ça, et donc de l'importance de savoir bien communiquer auprès de ses équipes, savoir bien communiquer auprès de ses supérieurs, bien communiquer auprès des clients. Enfin, finalement, la communication est essentielle. Et tout ça dans un environnement où, en général, comme tu dis, il y a pas mal de compétition. Et toi, où tu es là pour kiffer, quoi. Tu n'es pas là pour défoncer les gens, mais tu es plus là parce que tu kiffes ce que tu fais et que tu as juste ce plaisir-là, quoi. Tu es vois. pas Ouais, et cette parce part-là. que si, et parce que quand tu kiffes et que en fait, tu as vraiment une dynamique de soutien dans l'équipe, tu es juste beaucoup plus Mm, performant. c'est Et ça. il y a beaucoup d'entreprises qui ne comprennent pas ça parce que la culture de la compétition d'entreprise, elle est considérée comme quelque chose de sain. Et la compétition, c'est sain quand tu sais bien la canaliser. Parce que ça Mhm, reste une énergie, en fait, la compétition. Tu utilises la rage interne. Hein. Pour ceux qui mhm, disent avoir la gagne, la gagne. C'est l'énergie, mais qui veut, entre guillemets, détruire au bout d'un moment. mhm, Alors que le feu sacré, tu vois, c'est une autre expression, c'est le même but, c'est de te dépasser, mais c'est pas te dépasser en détruisant. C'est te dépasser en mhm, utilisant ton énergie et l'énergie des autres pour créer une nouvelle énergie plus puissante. mhm, Et il y a pas mal d'entreprises qui passent encore à côté de ça. mhm. Ouais, je vois bien ce que tu veux dire. Donc, on se retrouve quand même avec ouais, des similarités sur le dauphin et le cheval, sur le côté groupe finalement, et de l'individu qui peut kiffer, qui peut être libre au sein du groupe et qui en même temps est soutenu par tu as mentionné ce côté soutien plusieurs fois. Ouais. Et puis après, tu parlais de deux métiers qui finalement sont liés, on va dire, aussi aux animaux ou à la nature. Qu'est-ce qui, dans ce cas-là, enfin, tu vois, par rapport à ça, qu'est-ce qui résonne le plus donc, quand tu dis que tu aurais voulu être vétérinaire équin ou biologiste marine? Euh, je devrais peut-être pas dire ça vu mon métier, mais en vrai, c'est parce que j'ai toujours préféré aider les gens, aider les animaux que les gens. D'accord. Tu vois, genre, parfois, j'aime bien dire, c'est un peu challengeant, mais c'est fait exprès, c'est pour poker, tu vois. Des fois, je dis, si en face de moi, j'ai un humain qui a besoin d'aide ou un chien, je vais d'abord choisir le chien. Je l'emmène chez au pompier, tu vois, parce qu'il pourra moins se débrouiller par lui-même. Et après, je reviens pour l'humain, Hmm. tu vois. C'est un peu ça ma dynamique. Et après, pour vétérinaire équin, c'est parce que je fais l'équitation pendant longtemps, j'avais une connexion avec cet animal hyper puissante. Faire l'équitation, ça m'a vachement aidé justement d'un point de vue émotionnel. Hmm. Parce que c'était compliqué chez moi quand j'étais plus jeune. Et moi, ça m'aidait vraiment à réussir à m'ancrer Hmm. et à canaliser mes émotions. Parce qu'un cheval, tu peux pas l'approcher si tu n'es pas clair au niveau de tes émotions. Un cheval, c'est une proie. Donc si tu parais menaçant d'une façon ou d'une autre, même d'une façon inconsciente, lui, il va pas chercher, il va se barrer en fait. Et donc si tu veux réussir à travailler avec lui, sachant que lui, il est plus fort que toi de toute façon, après ça dépend l'enseignement qu'on te procure. Il y en a qui enseignent la soumission, Mhm. d'autres qui enseignent la collaboration. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des personnes qui m'ont enseigné la collaboration et c'est ça que je cherchais aussi. Et en gros, ça te fait comprendre comment est-ce que toi, tu dois changer ton intérieur pour amener le cheval à travailler avec toi. Et c'est Mhm. comme ça que tu peux atteindre ce qu'on appelle des états d'osmose dans l'équitation, où ça peut être une fraction de seconde, ça peut être une foulée, mais où là, c'est parfait. Hmm. Là, dans ce temps-là, tu collapses, le temps n'existe plus, tu vois. Tu es dans un état de flow, du coup, C'est est-ce que un c'est état de ça? flow complet, tu Hmm. es dans une bulle et tu es hyper focus. Et le fait d'avoir expérimenté ça, moi, dans l'équitation, ça m'a aidé dans tous les autres sports que j'ai fait, ça m'a aidé dans tous les jobs que j'ai eus, Hmm. parce que, en fait, ça te donne vraiment des fondations qui sont solides pour réussir à canaliser tes émotions.
C'est quelque part un super pouvoir, on va dire une ressource que tu as pu développer, en tout cas dans ta jeunesse et qui, du coup, te sert pour la vie, quoi, quelque part. Cette Ouais, aptitude à pouvoir amener la collaboration à partir d'un endroit où tu veux pas changer l'autre, mais où tu fais en sorte de toi changer ton propre comportement pour changer la dynamique. c'est ça. Et il y a un truc, si je peux le relier à l'entrepreneuriat, c'est que, Mmh. on va dire que quand tu fais l'équitation, si tu fais une erreur, 99,9% du temps, c'est de ta faute. Mmh. Donc, ça te demande de vraiment réussir à mettre ton ego de côté, de te remettre en C'est question ça. et à faire la même chose, à faire le même micro-mouvement 1000 fois. Parfois, j'exagère un peu, mais 100 Mmh. fois, tu vois, 50 fois, jusqu'à ce que tu le fasses bien. Donc, D'accord. ça te demande vraiment de te décomplexer de l'échec. Et tu sais bien ce qu'on dit, hein, quand tu tombes, il faut remonter à cheval rapidement si tu veux pas que ça s'ancre comme un échec profond en toi. Bah, ça Mmh. vient de là, en fait. Et je confirme, hein, quand tu attends parce que tu as peur, c'est vachement plus dur après de remonter. Parce que moi, ça m'est arrivé, j'avais des accidents, j'étais blessée. Et ouais, quand tu veux pas remonter après, tu restes juste sur ta douleur, en fait. Mmh. Là, pour le coup, physique ou psychique ou émotionnel. Mais quand ça reste là et que tu n'as pas eu de transition, bah, ça se cristallise en toi. Mmh. Et Et du coup, c'est après, plus difficile après de remonter en selle. ouais, parce qu'après, de là, tu peux développer des crises d'angoisse, des Mmh. phobies, tu vois. Et de C'est là, tu ça. peux rentrer dans une boucle d'auto-sabotage où tu vas te dire non, je veux pas, ou tu vas faire exprès de mal faire pour justifier le fait qu'il fallait pas que tu y retournes. D'accord, ouais. Donc, tu Mmh. vois, là, je te parle juste d'un sport, tu vois, l'équitation, mais en fait, ça, dans l'entrepreneuriat, on l'a Mais tous c'est les ça. jours. C'est que tu peux faire des liens, dans tous les sens. Enfin, il y a beaucoup de sports comme ça où je trouve que, Le sport avec de façon générale. l'entrepreneuriat, ouais, le sport de manière générale, dans ta manière de fonctionner, même dans ta manière d'apprendre, parce qu'on parle de sport, mais c'est peut-être même au niveau des apprentissages ou quoi, on voit, enfin, La discipline, voilà, on peut voir vraiment toute cette dynamique-là et tout ce qu'on apprend finalement dans des activités, on va dire, extrascolaires, qui, bah, permettent du coup de développer des ressources ou des aptitudes ou une certaine confiance quelque part aussi ouais, dans, certaines, voilà, dans certaines ressources qui sont là et que si, on n'a pas eu cette chance-là quelque part de pouvoir, expérimenter à travers d'autres choses, ces talents, ces forces-là sur lesquelles on peut capitaliser, ben, plus tard en fait, on est un peu plus démunis, on part un peu plus, bah, on est moins bien découplé. équipé, on va dire ça comme ça, que quelqu'un qui, bah, a déjà fait du sport ou quoi. D'ailleurs, on voit souvent beaucoup d'entrepreneurs qui, ont été tu vois, des sportifs enfin Et la des compétition. entrepreneurs à succès, Mm. je veux dire. Tu vois, qui ont été dans la compétition, dans du sport de haut niveau. Bah, tu m'as magnifique transition, c'est ce que j'allais dire. Autant pour moi. Connexion. C'est ça. C'est oui, effectivement, en fait, l'état d'esprit du sportif Mmh. qui fait de la compétition, parce qu'après, tu as sportif loisir, sportif, Le amateur, ouais, c'est ça. voilà, Mmh. tu Qui as fait pour le différents, plaisir, quoi. Mmh. exactement, tu as différents niveaux. Donc déjà, chose importante, c'est important de savoir, toi, le niveau, c'est pas exactement le mot adapté, mais plutôt, toi, c'est quoi ton mood par rapport à ce que tu es en train de faire. C'est quoi l'objectif, quoi? Est-ce Voilà, que bah, l'objectif, c'est de kiffer ou est-ce que c'est, de te est-ce que c'est de faire ça de dépasser temps ou en temps, voilà. Mmh. avec des potes, vraiment de fumer le game, hein. Ouais. Et quand il y a l'état d'esprit du sportif qui fait de la compétition, sans aller jusqu'au sportif de haut niveau, en fait, c'est exactement, mais exactement le même état d'esprit que l'entrepreneur qui est vraiment drivé. Moi, j'ai fait de la Mmh. compète, enfin, c'est exactement pareil en fait. Quand tu trouves quelque chose qui est important pour toi et que tu réussis à t'entourer des bonnes personnes pour que ça reste sain, Mmh. parce que moi, c'est pas toujours resté sain niveau compétition, parce que je n'étais pas poussée par les bonnes personnes, justement. Enfin, pas toujours en tout cas. Et du coup, tu te retrouves vite à être motivé par un feu qui est là, mais pas pour les bonnes raisons. Donc, tu peux Mmh. très vite te perdre. Et dans l'entrepreneuriat, bah, c'est pareil. Il y en a qui sont entrepreneurs parce qu'ils font ça en part-time, en side project, parce que c'est un loisir cool qui est monétisable. Mais ce ne sera pas du tout la même façon d'appréhender ça qu'une personne qui apprend un nouveau métier pour se convertir et se mettre à son compte, ou une Ouais. personne Mmh. qui veut devenir millionnaire et qui est déterre à faire ça, quoi. Mmh. Et du coup, c'est hyper important de savoir, toi, c'est quoi finalement le lifestyle que tu veux choisir en devenant entrepreneur, parce que à partir de là, tous tes choix vont en être impactés. Mmh. Toutes, toutes les stratégies, les personnes qui vont t'entourer, tout va être modifié en fait.
Et si tu n'as pas bien identifié ton mood, bah, c'est le meilleur moyen de te faire matrixer, tu vois, par des personnes qui ont un mood différent. C'est ça. Finalement, tu vas être contaminé quelque part. Enfin, je ne sais pas si le bon mot, c'est influencé, je vais dire plutôt. Ouais. Influencé par finalement les visions ou les objectifs des autres. Et c'est là qu'on se retrouve à se rendre compte parfois qu'on a poursuivi un objectif Ouais. qui en fait ne nous correspondait pas vraiment par rapport à ce qu'on veut vivre comme vie, mais qui est la norme ou j'en sais rien moi. Ça ne veut pas dire que les autres, que d'être dans un mood différent, c'est moins bien ou c'est mieux. Ça veut juste dire que chacun a un mood qui lui est propre. C'est ça. Par rapport à ça, quand tu sais très bien ce que toi tu recherches et ce que tu veux en tirer, eh ben, ça sera plus facile pour toi de communiquer dessus et donc d'attirer des personnes qui seront sur la même longueur d'onde que toi. Parce que sinon, tu peux te sentir très vite seul. Déjà, au-delà de la solitude de l'entrepreneur, surtout quand tu es en ligne et tout, ouais. ça se pile up, ça se cumule. C'est ça, c'est une petite lasagne, quoi. Voilà, la XXL, la lasagne. C'est ça. Ok. Et le propos du podcast étant d'écouter les histoires des personnes, tu as déjà semé 2-3 petites graines. Voilà, tu as parlé un petit peu de ta jeunesse et de ce que tu aurais aimé vivre ou expérimenter comme autre métier que celui que tu as aujourd'hui. Dis-moi un petit peu, dis-nous, raconte-nous un petit peu, c'est quoi ton parcours? Tu le commences où tu veux, tu en dis ce que tu veux, tu le termines aussi où tu veux et on a le temps. Père Castor. Ouais, c'est vraiment ça, vas-y, je sors les pop-corn. Les jeunes n'auront pas la ref, mais Tout cela ne nous rajeunit pas. c'est clair. Mon parcours, et écoute, pendant très longtemps, j'ai cru qu'il était complètement anormal par rapport aux personnes qui m'entouraient, que j'étais complètement instable et que je changeais tout le temps d'avis, que j'étais tout le temps à contre-courant. Et bon, pour le contre-courant, c'était vrai, j'étais toujours à contre-courant. C'est toujours le cas aujourd'hui. parce que je suis comme ça. En fait, plus jeune, moi, tu vois, là, le lien avec les animaux, ça m'a toujours intéressée. Donc, en fait, plus jeune, je voulais faire un bac S parce que j'adorais la biologie, mais j'étais nulle en maths et en physique-chimie. Grosse créance limitante par rapport à ça dans la famille. Ça m'a clairement pas aidée, tu vois. Encore aujourd'hui, je frise. Mais j'ai quand même voulu y aller. Tout le monde a essayé de me décourager et en fait, en me disant que j'allais vraiment galérer, et ils ont eu raison, j'ai vraiment galéré. J'ai dû travailler super dur pour compenser les mauvaises notes que j'avais en physique, chimie et en maths. Mais j'ai quand même eu mon bac et là, j'ai été frappée justement à la réalité du terrain, la réalité des notes, en fait. C'est que vétérinaire équin, fermé. Biologie, fermé. Parce que j'étais pas suffisamment bonne en maths. Alors que pourtant, j'avais fait des stages chez des vétérinaires et dans une clinique. Il y a une clinique en région parisienne qui soigne les chevaux. Et grâce à ma mère qui m'avait emmenée là-bas, parce que c'était quand j'étais en 6e, j'avais 11 ans. Et je bassinais ma mère avec les chevaux, pour. Et elle m'avait emmenée dans cette clinique-là pour m'emmener voir, visiter, tu vois. Et du coup, j'avais demandé à une vétérinaire si je pouvais faire un stage d'observation. J'avais 11 ans et moi, je veux être vétérinaire équin. Je suis là, je veux savoir ce que vous faites et comment vous le faites. Est-ce que c'est possible? Ma mère, elle était, est-ce que c'est légal? Et la fille, elle était tellement gentille, elle m'a dit, waouh, enfin, tu sais ce que tu veux. Et juste grâce à ça, elle m'a prise pendant 3 jours et j'ai pu participer à plein de choses, c'était un truc de ouf. Et quand je me suis rendu compte qu'en fait, l'éducation nationale m'empêchait de faire ça, j'étais ok, qu'est-ce que je fais maintenant? Ça fait littéralement depuis que j'ai 11 ans que je suis drivée par ça. C'était pas un caprice puisque c'était vraiment là en permanence, tu vois. J'avais regardé les études, j'avais regardé... j'étais vraiment all-in, tu vois. Et j'étais bon, je ne peux pas. Pivot. Et je me suis dit, ok, qu'est-ce que j'aime finalement dans la biologie? En fait, ce que j'aimais bien, c'était le fait d'investiguer, de creuser, de chercher des réponses, de comprendre comment le monde fonctionne, de comprendre pourquoi est-ce que j'étais attirée par ça aussi, tu vois. Et au final, en faisant les croisements de tout machin, si j'avais une mind map à l'époque, ça m'aurait simplifié la vie. Je me suis dirigée vers le journalisme. Et en fait, j'ai adoré parce que... et d'ailleurs, c'est marrant parce que
tu vois, quand on parle de rebelle, un peu d'anarchiste et tout, il y avait un concours d'entrée pour la licence que j'ai faite qui était très, très spécifique. Il y avait peu de place dedans. Et il fallait écrire un essai sur un fait marquant de 2009. Alors, ça ne me Mhm. rajeunit pas, hein. Mais du coup, 2009, c'était l'élection de Barack Obama et la mort de Michael Jackson. Donc moi, Ok. je m'étais dit, c'est sûr, tout le monde va parler de ça. Et du coup, je tapais, je fais comment est-ce que je peux me démarquer parce que j'ai clairement pas 50 options que je peux faire. Tout le reste, Mhm. ça m'a été enlevé. Donc, il fallait que je trouve un moyen de passer. Et en recherchant un fait marquant 2009, alors désolé, là, c'est pas du tout fun ce que je vais dire, mais à l'époque, chez France Télécom, entre 2009 et 2012, il y avait eu une vague de suicides. Je me souviens de cette histoire, ouais. Et bah du coup, j'ai décidé d'écrire sur ça. Et pour voir en fait comment ça s'était passé, c'était quoi les mesures qui avaient été prises, comment ça avait évolué derrière. Et j'ai été prise grâce à ça. Et en fait, il y avait sur peut-être une trentaine de personnes, on n'avait été que 3 à prendre un sujet complètement en dehors des clous. Et ça nous avait valu les félicitations de la promo. C'est ça. J'étais, et j'avais été prise pour ça. Donc, si je dis ça, c'est parce que, en fait, c'est bien de sortir des clous. Mhm. Et surtout, quand tu n'as pas forcément d'options, bah, tu es obligé d'être créatif. C'est une manière de se différencier finalement. Ouais, parce que en fait, tu n'as pas le choix. Et souvent, quand tu n'as pas le choix, bah, tu trouves des solutions. Et ça, Mm. on l'expérimente à beaucoup de moments dans notre vie d'adulte. Et là, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Mais le point, c'était vraiment, ayez pas peur de sortir des clous, ayez pas peur d'utiliser votre créativité, de proposer quelque chose qui paraît complètement improbable, parce qu'il y a de très fortes chances que ça passe. Et, et moi, je vais toujours préférer ne pas être assimilée à la masse que de suivre les autres, tu vois. Genre, même si j'avais échoué, bah, j'aurais quand même été contente de ne pas avoir fait comme tout le monde. C'est ça. Tu vois. Aussi parce que je suis rebelle, mais du coup, moi, ça m'aide vachement. Et après, école de journalisme, j'avais fait un master 2 en école de commerce qui m'a pas servi à grand-chose, à part apprendre à vendre du rêve, qui m'a beaucoup servi après pour les entretiens. Et, mais j'ai été globalement assez déçue du système scolaire pour pas mal de raisons. Et en fait, arrivée diplômée, master 2, j'avais quand même été un peu matrixée par l'école de commerce. En mode, vous êtes l'élite de la nation et vous allez forcément trouver un job et c'est vous qui allez changer le monde. Et j'étais, on va chiller les gars. Et en fait, je me suis retrouvée aspirée par ça. Et je disais, ouais, à 30 ans, je serai directrice générale d'une grosse entreprise, je gagnerais 5 000 euros par mois. Mais en même temps, dans mon corps, ça sonnait faux. Mhm. Et du coup, je comprenais pas comment est-ce que j'avais l'impression d'être en grand écart dans moi-même. Tu vois, d'être attirée par un truc parce que bah, c'était vachement en école de commerce, il y a une énorme pression au niveau de la réussite. Tu vois. Mais moi, c'était pas juste pour moi. Et du coup, j'ai littéralement pété les plombs. Je savais pas quoi faire de tout ça. Je pétais les plombs. J'ai pris un billet sans retour pour l'Australie. J'ai pris mon sac à dos. Je suis partie en voyage. Et du coup, j'ai bossé dans des ranchs. J'étais une cowgirl. J'ai bossé avec le bétail et tout. J'ai même fait un concours d'équitation western. J'avais jamais fait d'équitation western. C'était n'importe quoi. J'ai gagné un ruban bleu. Quand j'étais arrivée, je crois, dans les 5e, un truc comme ça, alors qu'il y avait plein de gens, j'étais, c'est quoi, c'est n'importe quoi. Mais j'y étais allée en mode, je m'en fous tellement. Un élan, quoi. Voilà, et du coup, c'est passé, parce que je me suis pas mis de pression et que j'avais un cheval juste qui faisait tout seul. Quoi. Et du coup, le fait de faire ça, de me reconnecter vraiment, bah, tu vois, à mes tripes, à ce côté finalement animal, en fait, à être vraiment en extérieur, de pouvoir être en contact de la mer, des animaux, rencontrer des gens absolument incroyables, ça m'a recentrée. Ça m'a recentrée, ça m'a recalmée. J'ai rencontré des gens avec des parcours juste hallucinants, parfois extrêmement durs, extrêmement violents, ou pas du tout hyper smooth, hyper fluide. Et je me suis dit, mais waouh, j'ai jamais vu autant de diversité de toute ma vie en étant en voyage. Et pourtant, on est tous là méga différents, et pourtant, il y a quelque chose qui nous porte tous et on s'entend tous super bien. Et j'ai raté quelque chose les années d'avant, quoi. Parce que c'est pas ça, moi, qu'on m'a appris. Et du coup, je suis devenue fascinée par ce truc-là
d'assumer ta différence en partant du principe que c'est être différent, c'est ça qui te permet de t'intégrer encore plus dans le groupe. Parce que c'est ta différence qui va venir, entre guillemets, compléter l'autre personne. Et tu vois, si je fais le lien avec le design humain, avec les définitions, quand tu as une définition double, par exemple, tu as toujours cette envie de chercher comme ton âme sœur, comme ton match, tu vois. Et pour le trouver, finalement, tu le trouves à plein de moments. C'est juste que parfois, c'est 10 minutes, 1 heure, 5 ans, 20 ans. Et ben, tu as besoin de t'exposer à des personnes qui sont différentes. Tu as besoin de sortir de ta famille, ou de ce qui compose en tout cas ta famille, que ce soit tes parents biologiques ou pas, ou tes amis, ou ta famille de substitution, tu vois. Tu as besoin de sortir de ça pour trouver cette complémentarité. Comme exactement tout à l'heure, on parlait de sport, c'est important d'inciter les enfants à tester d'autres choses, à sortir du foyer, parce que comme ça, il n'y a plus qu'un seul référentiel. Papa, maman, ou de papa, ou rien du tout, tu vois. Et comme ça te fait trouver de nouveaux différentiels. Et c'est comme si, tu sais, quand tu fais des probabilités, tu tournes, ça marche pas, hop, ça match. Mais tu n'aurais jamais pu trouver ces matchs si tu n'étais pas sorti. C'est ça. De ton, ouais, c'est ça, on va dire c'est arriver à, finalement, pour moi, c'est bien l'exploration, mais c'est ce côté de pouvoir explorer d'autres, voilà, d'autres environnements, d'autres cultures, d'autres modes de fonctionnement, d'autres façons de penser, voilà, d'autres manières voilà, de vivre, d'expérimenter la vie. Et donc, du coup, ça peut donner, ah tiens, ben, j'aime ou j'aime pas, en fait. Parce qu'un enfant, il est très comme ça, hein, binaire. Ouais, c'est joie, tristesse. Voilà, c'est j'aime pas, cette personne-là me plaît pas, cet enfant-là me plaît pas, cet animal-là me fait peur ou pas. Enfin, ils sont quand même Exactement. très, très comme ça, et ça leur permet de mieux se connaître aussi au final, de dire ah bah tiens, je savais pas. Comme j'ai dit des fois pour rire, je dis on peut pas savoir si on aime ou pas les épinards tant qu'on les a pas goûtés, quoi. Et Et donc, oui, mais pour ça, il faut pouvoir diversifier l'alimentation de ton enfant pour dire, ok, bah, regarde, je sais que tu aimes la pizza, mais teste quand même les épinards. c'est ça. Et tu vois, on parlait du livre Rhinocéros hier Mhm. sur le conformisme et la pensée unique. Bah, en fait, ça se résume à ça. Si je devais résumer, c'est ça. En fait, quand tu es dans une famille, tu as entre guillemets une pensée unique. C'est la pensée de ta famille, tu vois, qui s'harmonise selon les pensées de Mhm. tout le monde. Donc après, ça se lisse. Et donc, si tu veux sortir d'une pensée unique, bah, tu es obligé de te soumettre, de t'exposer à d'autres formes de pensée. Et Mhm. c'est comme ça que tu peux te dire, ah bah papa il dit ça, je suis vachement d'accord, par contre il dit ça, mais j'aime pas. Et puis lui il dit ça, mais il le dit mieux. Donc, du coup après, l'enfant ou l'adulte il revient avec ça, X, Ginette, Bernard, on m'a expliqué ça, et du coup ça rend ce que toi t'as dit vachement mieux, Mhm. tu vois. Donc du coup, au final, le fait de sortir dans un environnement qui est différent, quand tu reviens à ta source, on va dire, eh ben, tu reviens avec toute ta sagesse, avec ton filtre personnel à toi qui a trié ce que tu aimais bien et ce que tu n'aimais pas. Et ça, tu vas le proposer à ton endroit, à ton socle, on va dire. Ouais, Et après, ouais. tu peux te confronter, c'est là que tu te confrontes à des résistances, à de l'incompréhension. Si toi, tu as trop évolué par rapport à là d'où Ton tu viens. environnement de base. Ok. Voilà. Et du coup, souvent, bah, là, il y a des séparations qui se font ou des distances qui se prennent. Moi, clairement, j'avais trop changé. Et en Mhm. réalité, est-ce que j'avais vraiment changé ou est-ce que j'étais plus finalement redevenue qui j'étais censée être grâce Mhm. à l'Australie? Moi, je pense que je suis redevenue qui j'étais de base. Tu vois, hyper curieuse à vouloir finalement. J'avais cette obsession de la diversité, de comprendre c'était quoi les parcours des gens. D'ailleurs, c'est toujours une question que je pose. C'est quoi ton parcours? Qu'est-ce que tu as fait? Tu vois? Mhm. Mhm. Et ceux qui réussissent, je leur demande c'est quoi tes échecs? Combien de fois tu as dû te planter pour en arriver là? Tu vois? Et très souvent, on parle tout le temps de la réussite, on encense la réussite. Mais en fait, moi, c'est pas la réussite qui m'intéresse. Mais pourquoi? Parce que j'ai fait du sport, j'ai fait de la compétition et que je sais ce que c'est que de se planter pour gagner, entre guillemets. Et du coup, Mhm. ça m'intéressait vachement qu'ils me parlent de leur parcours. Et au final, bah, c'est comme ça que moi, dans ma tête, ça m'a vraiment orienté sur finalement bah, l'éducation au choix. Et le fait de réussir à assumer tes choix, peu importe l'environnement dans lequel tu te trouves, parce que j'ai rencontré des gens qui avaient vécu des choses extrêmement dures, et je les trouvais tellement sereins, tellement équilibrés, tellement courageux, et j'étais, mais comment t'as fait? Mhm. Comment on peut avoir ce produit-là venant
entre guillemets, de cette source-là. Mhm. Tu vois, et j'ai vu aussi d'autres voilà, qui s'en étaient pas forcément très bien sortis. Mais j'étais émerveillée de voir toutes ces possibilités. Et du coup, bah, ça m'a aidé moi à me dire, OK, c'est dur, mais c'est possible en fait, de suivre ma voie. Parce qu'il y a plein de personnes là qui, clairement, je leur parle. C'est pas moi qui les invente, tu vois. C'est ça, oui. Ça devient palpable, c'est concret, c'est dans ta réalité, c'est dans ton Je pouvais environnement les toucher, proche. tu vois. Ouais, c'est ça. Je pouvais les lécher si besoin. Oui, mais c'est ça, ça devient pas genre tu sais, la biographie que tu regardes sur une étagère de ta bibliothèque, mais des êtres humains comme toi, où tu te dis, bah, il y a un peu ce truc de, bah, si lui est arrivé, finalement, pourquoi pas moi? Parce que la personne, généralement, en plus, elle va te dire, bah oui, effectivement, moi, j'ai rien fait de spécial, si ce n'est et là, elle te donne leur recette, l'air de dire que c'est normal et c'est Ouais. naturel pour elle et c'est là que tu dois prendre des notes. Et toi, tu as des étoiles dans les yeux. Et toi, voilà, c'est ça, mais oui, c'est ça. Souvent, une question de voilà, d'état d'esprit, de perception, voilà, de ressources, etc. Donc, je trouve que ta question sur quels ont été tes échecs, finalement, c'est une question hyper puissante puisque c'est pas, ça équivaut à comment tu en es arrivé là, mais avec un degré de précision encore, un zoom encore plus précis sur, OK, mais comment, tu vois, le sujet du podcast, c'est la résilience. Donc, c'est vraiment Ouais. comment tu as géré l'adversité, comment tu as géré ce truc où tu as un imprévu qui est arrivé, un choc, quel qu'il soit, enfin, une rupture, quelque chose qui a fait qu'il a fallu te réinventer. Comment tu as fait ça? Quelles ressources tu as eu besoin? Est-ce que tu as fait appel à quelqu'un ou pas? Enfin, et d'arriver à comme ça avoir plein de parcours différents, ça permet de modéliser finalement et de pouvoir toi t'en inspirer en disant bah si Micheline, Bernard et Gertrude, on a des noms canons, hein. Très moderne tout ça. Ils ont réussi en faisant, voilà, en suivant telle stratégie, en ayant telle croyance ressource ou en ayant telle personne clé dans sa vie, ben, peut-être que moi aussi je peux m'en inspirer et que ça va me parler. Et comme tu disais, c'est pas de dire qu'il y a one size fits all, il n'y a Ouais. pas une stratégie pour tous, mais tu peux te créer ta propre finalement stratégie Petite en identité, compilant ouais. comme ça. Mm. Et bah, du coup, tu vois, c'est là que je me suis dit, parce que c'était pas une personne, parce que je suis restée globalement quasiment un an là-bas. Après, j'ai fait Mhm. Bali, j'ai Ouais. fait la Thaïlande, donc là, c'était des cultures encore différentes, Bali, Thaïlande, tu vois. Et du coup, au final, c'est la possibilité se crée dans la diversité. Mhm. Là, c'était pas juste une personne, c'était plein de personnes. Et donc, c'est là que tu te dis, c'est plein de personnes qui ont toutes leurs caractéristiques. Donc, tu dis, ok, donc c'est possible pour moi. Et au-delà de ça, après, moi, ça m'a vachement sensibilisée aux problématiques environnementales en Australie, à Bali, en Thaïlande, que ce soit les problématiques liées à l'eau, à la pollution, à Mm. l'éducation. Tu vois, en Australie, moi, il y a un truc qui m'avait vraiment choquée. Parce que quand j'avais plus de thunes, donc j'étais en backpack à 18 dortoirs, Mhm. chose que je ne referais plus aujourd'hui. Et en fait, j'ai découvert que l'université là-bas, c'est privé, donc ça coûte, Mhm. c'est beaucoup plus cher qu'en France. Et il y a plein d'étudiants qui mettent tout leur argent pour payer l'université et qui se retrouvent en backpack, en auberge de jeunesse de 18 lits ou 6 lits, ça dépend de leur budget, parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'offrir une colocation ou un hébergement à côté, tu vois. Mm. Et ce mec-là, d'ailleurs, faisait des études de biologie. Mhm. Donc j'étais, ah ouais, univers. Et du coup, ça m'a vachement marqué toute cette histoire de comment est-ce que je peux impacter l'environnement positivement, Mm. réussir à tenir mes choix, à savoir qu'est-ce que je veux aussi, à savoir quand est-ce que je ne veux plus et que je veux autre chose. Et comment est-ce que je peux faire passer ça à mon entourage pour qu'on me foute la paix, en fait. À Mm. minima, si on ne me soutient pas, à minima qu'on me foute la paix. Et quand je suis rentrée, j'avais été dématrixée de ce truc d'école de commerce, là, gagne et tout. Mais j'avais vraiment envie de travailler dans des projets à taille humaine Mm. où je pouvais goûter cette diversité en connaissant les gens. Pour moi, c'est extrêmement important de connaître la personne. Mm. Et j'avais vraiment envie d'avoir un impact et de ne pas être un numéro comme tu peux l'être chez Deloitte, chez EY. Mhm. Je sais pas si je devrais citer ce nom d'entreprise, mais chez des grosses entreprises, quoi. Mhm. Et je me suis orientée vers l'éducation, vers le sport, vers la capacité à faire des choix. Et ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois que j'ai postulé pour un poste,
on me proposait quasiment tout le temps quelque chose qui avait rien à voir. Et du coup, à chaque fois, c'était globalement la vie m'a amené à créer des pôles dans des startups de A à Z en étant la première salariée recrutée. Donc, du coup, tu dois créer un pôle de toutes pièces. Et les mecs, ils étaient chauds. J'étais, je sais pas, j'ai jamais fait ça. Comment on fait? Est-ce que je suis formée ou quoi? Mais en startup, t'es jamais formé. Ouais, c'est ça. En startup, c'est YouTube et Google. On me répétait en permanence quand je posais des C'était questions. tes deux assistants, quoi. Google et YouTube sont tes meilleurs amis, Florence. Pourquoi? Parce que le CEO, il n'a pas le time de s'occuper de toi. Du coup, toi, tu es là, waouh, l'aventure, je vais te former, parce que tu penses que ce sera comme dans les entreprises classiques. Ouais, Tu vas c'est ça. expérimenter. Et en fait, tu es l'aventure. Ah, je suis toute seule. Objectif 50 fois plus gros que toi. Zéro formation. Personne ne peut t'aider, tu es toute seule. Je fais, ok. Donc, c'était un peu une désillusion au début. Et puis finalement, ça te force à avoir de la ressource, justement fumer Internet, fumer Google, fumer YouTube. Parce que tu disais tout à l'heure, quand tu n'as pas le choix, tu trouves des solutions. Exactement. Et puis à un moment donné, comme ça, j'ai dû créer un pôle événementiel. Parce que c'était une entreprise, en gros, c'était pour aider les salariés à faire davantage de sport en entreprise. Et je devais organiser des événements dans des grosses entreprises en général. Là, je me demandais, putain, qu'est-ce que je fous là? Et pareil, j'avais pas de budget. Je devais faire des événements pour augmenter le nombre de ventes, mais j'avais littéralement pas d'argent dans mon pôle. Je dis, mais les gars, comment je vais au MEDEF, je vais chez Will, je vais chez Carrefour Market et j'ai pas d'argent. Genre, je fais comment je fais? Et du coup, j'ai créé des partenariats. Je me suis dit, ok, comment je peux avoir des trucs? Alors, je cherchais des trucs. Je sais comment je peux avoir un kakémono, un ballon, de la bouffe, je sais pas, n'importe quoi, pour dire, hé, on fait un événement. Et je me suis demandé, ok, c'est quoi les marques qui sont alignées avec cette boîte-là? Et donc, j'ai créé des partenariats avec Bio C'est Bon, avec des marques de nourriture bio, avec des nutritionnistes, des étudiants en ostéopathie. Et en fait, j'ai organisé des événements comme ça via ces partenariats-là. C'est ça. Et en gros, je calculais, on va dire, la valeur du partenariat sur ce que eux m'apportaient. Et ben, moi, je leur donnais accès à des abonnements salle de sport de l'autre côté. C'est ça. Parce que du coup, c'était la seule option que je pouvais faire. C'était l'apport de valeur que tu pouvais auquel tu avais accès. C'était pas des sous en euros, on va dire ça comme ça, mais c'était une autre forme de rétribution. Donc, comme on dit, une autre forme de capital. Ouais, c'était du troc. C'était complètement du troc. Mais dans le système de valeur des autres, vu que eux, ils étaient très sport et tout ça, ça avait de la valeur. Donc, en fait, c'était du troc, mais du troc pertinent. Je veux dire, tu vois, c'est pas genre, t'en as rien à faire des patates et je te donne des patates. Non, t'adores les frites belges, n'est-ce pas? Et tu me donnes des patates et des binges de préférence. Ben, c'est bon, on fait un troc. C'est ça. En fait, j'essaie de faire en sorte que les partenariats soient intelligents. Et en fait, du coup, moi, ces marques-là, je les exposais à des grosses entreprises, en fait. Oui, aussi, en plus. C'est ça, tu leur offrais de la visibilité. Je leur offrais de la visibilité et un potentiel client qualifié. Parce que Bio C'est Bon, par exemple, grâce à moi, ils ont négocié un part de panier repas avec une boîte. Tu vois. Donc, en fait, je les aidais à faire de l'argent, tu vois. Ouais. Et puis finalement, je me disais, waouh, les partenariats, mais c'est trop puissant ce truc. Et j'étais à un moment donné avec une équipe de commerciaux, donc toujours en rendez-vous client, pas forcément le temps de manger, problématique de prise de poids, énormément de stress par rapport à la performance. Et je me suis dit, ok, je vais faire venir un nutritionniste pour expliquer genre les bases de la nutrition et les aider même au restaurant à faire des bons choix. Pas trop grossir et donc du coup se sentir bien et ne pas avoir cette charge mentale là, tu vois. Parce que quand tu es commercial, le physique, ça compte. Franchement, le physique, l'apparence, en tout cas, la vibe, ça compte. Et vu la discrimination que j'ai subie, je peux le confirmer, le physique, ça compte. Et du coup, voilà, je me suis rendu compte de ce truc puissant. Et après, il y avait des clients. Et j'étais, comment je gère ces clients? J'étais, les gars, il est où votre service client? Ah bah, on n'en a pas. J'étais, il faut le créer. Moi, je vous envoie des gens, si vous voulez qu'on les garde, je peux pas, c'est pas mon job de les garder, tu vois. Et le mec, il a dit, ok, et tu proposes quoi? J'étais, il faut créer un service client. Ok, vas-y. J'étais, hein? Merde. Et du coup, j'ai créé le service client qui allait avec. Et donc, bref, après, j'ai créé un pôle business dans une autre startup. Et à chaque fois, c'était pareil, en fait, tu vois. Tu crées un mouvement, tu as un élan, et la vie t'emmène à un endroit que tu n'as pas du tout prévu. Oui, c'est ça. Tu le suis, et
moi, j'ai eu vraiment un immense syndrome de l'imposteur toutes ces années-là. Parce que, tu vois, le chat dans ma gorge qui apparaît là, c'est quand même marrant. Quand je vois un petit coup d'eau. Si je fais le lien avec le design humain, il y a ce qu'on appelle des circuits individuels. Certains circuits individuels que moi j'ai qui se rapprochent de la connaissance intérieure. C'est comme quand tu es branché dans l'instant présent, ben en fait, c'est comme si tu avais accès à une sorte de connaissance ancestrale qui vient à toi naturellement. Tu as des gens qui téléchargent, voilà, c'est un peu le même principe. Et quand tu es vraiment à fond dans le mouvement, connecté à la personne que tu es en face de toi, tu dis des trucs de ouf, tu sais Tu pas sais trop pas d'où d'où ça ça vient. vient. Ouais. Voilà, tu sais pas trop d'où ça te vient. Et si tu devais le redire, t'as aucune. Pour toi, c'est impossible que tu refasses le truc. Et en fait, moi, c'est ça qui se passait avec dans des entretiens ou avec des boîtes ou avec des clients. J'étais à fond dedans, genre j'avais un truc qui sortait de mes fesses là. Et après, on me disait ah mais c'est trop bien, fais-le. Et j'étais quoi? Qu'est-ce que je viens de dire? et ça, alors ça m'a aidé, mais ça m'a aussi vachement desservi. Tu vois, parce que du coup, c'est le meilleur moyen de te retrouver avec 500 responsabilités qui ne sont pas les tiennes, juste parce que tu es force de proposition. Tu vois. Donc du coup, ça m'a autant porté que ça m'a complètement enfermée parce que je ne savais pas dire non à l'époque. Tu vois, et puis entre guillemets, tu es la fille qui propose des trucs de ouf, puis qui dit non après. Tu vois. Et dans ma tête, j'étais, putain, mais j'ai une réputation. Jacques, moi, je ne suis pas issue des top 3 d'école de commerce, que je n'ai pas papa, maman qui ont des contacts dans je ne sais pas quoi. Enfin, moi, j'étais une cassos, on va dire, à chaque fois par rapport aux autres, tu vois. On appelle ça une outsider, voyons. Voilà, j'étais l'underdog, tu vois. Voilà, c'est le mot. Outsider, c'est pareil. Hein. Moi, j'ai toujours eu ce profil-là. Donc, c'est hyper compliqué de te faire accès. Au-delà du fait d'être une femme sur des postes à très haute responsabilité, dans un monde où il y a énormément de machisme et où c'est des robots Excel. Hein. Donc, quand toi, t'arrives, moi, je suis un dauphin. Moi, je veux jouer. Moi, je vais jouer et connaître les gens, aimer les gens. Et on dit, ils en sont où tes KPI et ton fichier VBA? Quoi? C'est quoi? C'est ça. De quoi tu me parles? Parlait pas le même langage, tu vois. Mais au final, quand je me faisais confiance, même si j'avais pas l'accord de mes CEO en amont, parce que 3 quarts du temps, j'allais contre les accords, parce que je les avais jamais de toute façon, et ben, je faisais le double, je faisais le taf en 2 fois. C'est pas étonnant que j'ai fait 2 burn-out, hein, tu vois. Parce qu'en fait, je voulais, en tant qu'employé modèle, tu vois, qui a peur de dire non, j'étais OK, je vais faire et puis la loyauté un peu stupide du narrateur aussi, tu vois. Je dis OK, on me dit de faire ce taf-là, je vais le faire. Je suis pas d'accord, mais je vais le faire. Par contre, quand j'écoute mes tripes, je sais que ça, si je le propose à tel client ou tel partenaire, ou si je renégocie le contrat de cette façon, ça va nous aider, ce sera juste et on va atteindre nos objectifs. Du coup, je faisais le taf en double. Et après, je proposais les 2 trucs avec les 2 résultats. Donc, ça prenait parfois du temps, tu vois. Mais je m'étais dit, la seule façon de me protéger, de ne pas me faire virer ou quoi, bah, c'était de montrer 2 résultats et de leur laisser le choix de dire, bah, c'est quoi le résultat que vous préférez? Et donc, j'ai appris progressivement à me protéger avec des faits. Et c'est comme ça que bah, je réussissais à faire passer mes trucs. Et le problème que je me suis créé en faisant ça, c'est que, et c'est là à chaque fois que ça commençait à capoter en startup et que je commençais le ratio commençait complètement à s'inverser, tu vois. C'est qu'en fait, j'étais considérée comme quelqu'un un peu de menaçant, trop challengeant, et ils avaient peur que je disrupte toute la startup, tu vois. Parce que comme ça fonctionnait, bah, j'avais confiance en moi vu que ça fonctionnait. Et quand tu vois que ça fonctionne, mais que tu n'as pas de tact, que tu manques, on va dire, d'intelligence sociale, tu vois, et que tu dis les trucs un peu bruts de pomme parce que tu te dis... Tu vois, il y avait une phrase que j'avais fait au responsable du pôle business dans ma toute première startup. Le mec, c'était une tanche. Il faisait pas son taf. Il traitait super mal ses équipes. Et comme moi, je renégociais les contrats derrière eux, parce que les clients, c'est moi qui les appelais, bah, j'avais une vue sur ses résultats à lui. Et du coup, je suis venue le voir, mais tu vois, j'avais pas du tout de mauvaises intentions, mais je l'ai vu en train de mal parler à son équipe.
Et je fais, mec, quand t'as pas les résultats, tu peux pas engager ton équipe, en fait. Ils peuvent pas te respecter si t'as pas les résultats que toi, t'es censé avoir. Et là, c'était la fin des haricots, quoi. Et le problème, c'est que je disais tout le temps des phrases comme ça, tu vois, mais je pensais pas à mal, tu vois, parce que je suis un peu premier degré, en fait. Et du coup, j'ai appris en entreprise, bah ça passait pas. Oui, c'est ça, c'est ce que je te parlais de communication tout à l'heure en disant, voilà, il y a beaucoup d'enjeux politiques, bon, d'ego évidemment aussi, parce que bon, là, clairement, tu tapes dans l'ego en plus. Ah ouais, là, moi, je tapais à fond dans l'ego, parce que j'avais un gros ego aussi, hein, faut pas, Mhm. j'ai un énorme ego aussi, mais c'est pour ça que je suis aussi passionnée par les dauphins. Mm. Un jour, je réussirai à faire ça. Un jour, j'arriverai à communiquer et à être dans les Un sans jour, je réussirai avoir du tact. à ne pas être brûlée sur un bûcher, même si j'ai raison. Le côté 3-5 du design humain. Et il y avait autre chose qui est considéré comme un super pouvoir si tu es dans un environnement où on te fait confiance, mais qui est la pire chose quand tu es dans un environnement où tu n'as pas suffisamment les skills qu'il faut pour être écouté. Moi, j'avais pas les bonnes compétences pour être écoutée. Tu vois, j'étais trop brute de pomme, j'étais trop franche. Et il y a un truc qui s'appelle le syndrome de Cassandre, Mhm. qui est que quand tu sais bien observer les choses, que tu sais écouter, que tu sais poser les bonnes questions, en termes d'analyse, ben, tu commences à voir des scénarios qui vont arriver. Des scénarios bien, des scénarios pas bien. Et les scénarios bien, c'est ce que moi je pressentais quand je dépassais l'autorité et que je faisais le taf en double. Mais je voyais aussi des trucs où je me disais, les gars, si on continue comme ça, il va se passer ça. Mais ça, c'était genre plus 3 mois, plus 6 mois, plus 1 an. Tu vois. Et en fait, on ne me croyait pas. Et limite, est-ce que tu avais le cas de figure que quand ça se passait, du coup, on disait que tu étais un oiseau de mauvais augure? On me disait que c'était de ma faute et que je n'avais pas réglé le problème. Hmm. C'est le Oui, que truc. tu avais vu en avance, mais si tu avais tellement bien vu en avance, pourquoi est-ce que tu n'avais pas Voilà, parce qu'en fait, résolu la problématique du coup? ils ne voulaient pas avoir tort de leur côté. Donc, c'est toujours plus facile de blâmer le messager. Tu vois. Mhm. Mhm. Et en fait, à un moment donné, j'en ai vraiment eu marre parce que ça s'est répété à chaque fois. Et j'étais, putain, mais je suis engagée pour un job qui est de repérer ce qui ne va pas dans un système pour l'améliorer en proposant des solutions qui sont concrètes et facilement implémentables, mais qui impliquent de changer l'humain aussi, Mhm. de se remettre en question aussi. Et j'étais, mais je pense que c'est la phrase que j'ai le plus répétée, c'est pourquoi vous m'empêchez de faire mon job, Mhm. tu vois. Et du coup, au bout d'un moment, j'étais mes équipes, parce que à chaque fois, je gérais des équipes et ça se passait toujours super bien avec mes équipes. Donc, j'étais soutenue et j'avais des bons résultats avec mes équipes parce que elles me faisaient confiance, tu vois, parce que je montrais l'exemple et que j'étais avec elles. Je n'étais pas genre une responsable de pôle qui donnait des ordres, j'étais vraiment tout le temps avec elles sur le terrain. C'est Mhm. comme ça que tu gagnes le respect des gens, tu vois. Et moi, c'est comme ça que je respecte les autres aussi, Mhm. tu vois. Et le truc, c'est que comme moi, quasiment aucun était sur le terrain, pour moi, c'était difficile de les respecter. Donc, tu vois, énergétiquement parlant, moi, j'en voyais pas des bonnes vibes non plus. Parce que Mhm. j'étais en résistance. Et du coup, j'ai compris, quand je me suis devenue entrepreneur, toutes les choses négatives que j'avais créées par mon attitude, consciente et inconsciente. Et du coup, tous les problèmes que je me suis créés parce que je manquais de compétences, que tout machin et bidule, tu vois. Et au Mhm. final, à un moment donné, en écoutant mes équipes, elles me disaient, mais toi, tu formes, tu nous coaches, tu es consultante, tu es à la stratégie, tu es à l'opérationnel, tu es au feu et au moulin, tu éteins les incendies. Ils me disaient, mais pourquoi tu lances pas ton truc à toi? Et sur le coup, j'étais, mais. Et il y en a un qui m'a dit, pourquoi tu ne deviens pas coach? Et à l'époque, j'étais coach. C'est pas un C'est quoi métier, ça? ça. Non, non, mais pour moi, c'était coach dans le sport. Moi, Oui, coach sportif, quoi. ouais, pour moi, coach, c'était entraîneur, tu vois, Mhm. comme mes entraîneurs à moi. Et j'étais, mais je suis pas entraîneur. Et en fait, ça a commencé à faire son chemin. Mhm. Et je m'étais fait accompagner à l'époque par une super psychologue pour réussir à comprendre, moi, ce que je faisais mal d'un point de vue social. Parce que c'était extrêmement difficile pour moi, finalement, J'avais, sur le papier, je faisais tout ce qu'il fallait. J'avais les résultats qu'il fallait, les clients me kiffaient, tout le monde me kiffait, mais mes supérieurs me défonçaient. Et genre, dans ma tête, littéralement, je ne comprenais pas pourquoi, puisque tout,
le discours, c'était tout le temps, la seule chose qui compte, c'est les résultats. Moi, c'était tout le temps ce qu'on me disait à Florence, tu te débrouilles comme tu veux, je veux des résultats. Et donc, moi, j'étais, mais les gars, j'ai des résultats, pourquoi vous J'ai me voulez joué, c'est ça, j'ai joué aux règles du jeu que vous m'avez dit et pourtant, je ne gagne pas la partie, quoi. Exactement. Et j'étais, mais j'ai les résultats. Dans ma tête, c'était vraiment pourquoi vous ne m'aimez pas. Mhm. Je me sentais rejetée, je me sentais, enfin, c'était Sentiment hyper d'injustice, quoi, oui. injustice. Alors, quand tu es hypersensible, en plus, ça reste tombé. Et parce que ça arrangeait bien les autres quand moi, je les défendais. Parce que moi, j'étais toujours tampon, tu sais, la sauveuse. Bon, je suis là, je peux encaisser, tu vois. Et j'avais aucun problème à dire quand ils avaient tort, qu'ils soient directeur monde ou, entre guillemets, petite main, tu vois. Mhm. Et du coup, je me suis attiré beaucoup de problèmes comme ça et je m'étais fait accompagner pour comprendre. J'étais, mais j'ai besoin d'aide pour apprendre à communiquer, en fait. Parce que clairement, il y a des règles du jeu qui se passent, mais je crois que je joue pas aux bonnes règles du jeu. Je crois qu'il y a un autre jeu, j'ai pas du tout capté c'était quoi qu'il fallait faire, tu vois. Mhm. Et elle m'a vachement aidée, en fait, à comprendre parce que j'étais en réaction permanente, tu vois. Mhm. J'étais vraiment, j'étais une boule d'énergie, mais de feu, mais si tu étais contre moi, je te fumais, en fait. Mhm. Finalement, c'était ça. Si tu m'aimais bien, j'étais dauphin, tout Mhm. gentil, tout truc machin. Mais si tu étais contre moi, j'étais en mode chaos complet. Et elle m'a aidé à comprendre, à reprendre ma responsabilité, à, à pardonner, tu vois. Et elle m'a aidé à visualiser des scénarios dans ma tête pour que ça se passe mieux, tu vois, pour me désensibiliser de tout ça et me reconnecter vraiment aux bonnes choses que j'avais pu faire pour les lycéens, les collégiens, quand on travaillait sur l'éducation au choix, et qu'on essayait de faire évoluer le système en travaillant avec les enseignants, les parents, pour aider les jeunes à faire passer leur choix et en ayant des arguments, tu vois, pour que les profs leur laissent une chance, tu vois, et de dire, bah, t'es nul en maths, fais un CAP, bah, peut-être pas, tu vois. Peut-être qu'il y a des solutions à mettre en place et peut-être qu'il n'est pas nul en maths, peut-être que c'est toi qui es une bite, tu vois. Je suis pas sûre que c'était ça. Je le disais pas comme ça. T'as encore des fois comment chasser naturel, il revient au galop, c'est ça? C'est terrible, je lutte en permanence avec ça. Je suis maître de la rondeur. C'est pour ça que j'ai appris parfois à tourner cette langue dans ma bouche. Pour moi, ça a été salvateur, ça, tu vois. Mais non, après, dans ma tête, je peux pas m'empêcher de le dire, tu vois. Mais c'était vraiment d'essayer de dire, ok, c'est peut-être pas l'enfant le problème, parce que c'est multifactoriel. Et donc déjà, le fait de se concentrer et d'aider à faire comprendre c'est quoi tous les facteurs, en fait, on pouvait trier les possibilités et trouver des solutions, tu vois. Mais ça demande à nouveau cette notion on en revient à cette notion d'être capable de se remettre en question, parce que c'était je veux dire, c'est la difficulté aussi, tu vois. Donc, ok, tu parlais des directeurs en start-up et tout ça, où là c'est l'ego qui est touché, donc la difficulté de se remettre en question, mais c'est pareil aussi dans l'éducation, finalement, les professeurs, les parents, même l'adolescent ou l'enfant lui-même aussi, de se remettre en question, de dire, ok, est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Si c'est vraiment ça que je veux, comment je fais en sorte de pouvoir argumenter mon choix auprès d'adultes ou autres. Et pareil pour le professeur, de pouvoir être en capacité de recevoir du feedback et de lui-même pouvoir se remettre en question finalement. Mais globalement, en fait, je trouve ça intéressant parce que dans tout ton parcours, il y a quand même cette dimension tu lis l'éducation au choix, de cette dimension de bien savoir, de faire un choix, mais aussi il y a éducation au choix et communication qui sont vraiment très prégnants dans tout ce que tu nous partages. Finalement, c'est ces deux dimensions-là qui ressortent en disant, savoir communiquer, apprendre à communiquer, à partir du moment où on a déjà fait un choix soi-même. C'est après comment est-ce qu'on fait pour communiquer ce choix de manière intelligente, j'ai envie de dire, avec du tact, pour pouvoir rallier finalement. Tu parlais de collaboration tout à l'heure avec les chevaux, au lieu d'être dans la soumission, dans le rapport de soumission, finalement, c'est d'être dans ce rapport de collaboration ou d'équivalence, en disant, voilà, si on se pose tous les deux autour de la table, comment est-ce qu'on fait pour respecter le choix que moi je pose parce que je pense qu'il est juste, et voilà les arguments pour. Donc, je trouve ça assez interpellante de voir que ces deux dynamiques-là sont quand même assez présentes dans ton parcours. Et j'avais une question aussi, c'est quand tu te retrouves à avoir des challenges comme ça, que ce soit en start-up, que ce soit au moment où tu sors
tu sors de ton bac S, mais tu veux rentrer et puis tu as une porte close parce que pas assez bonne en maths, en chimie, etc. Quand tu te retrouves face à voilà, à des murs, on va dire ça comme ça, métaphoriquement, mais c'est quoi ta si on fait un pas de côté, ta stratégie justement de résilience pour rebondir d'après toi, c'est quoi? C'est dans un premier temps, comment est-ce que tu réagis quand tu reçois quand tu te prends un mur? Grosso modo, voilà, si on fait un récap de tous ces moments charnières, comment est-ce que tu définirais, ta manière de fonctionner pour rebondir et puis de continuer en fait à aller de l'avant? Parce qu'aujourd'hui tu es voilà, tu es entrepreneur, tu accompagnes d'autres entrepreneurs à justement pouvoir, mieux faire des choix, mieux communiquer, mieux développer leur activité tout en respectant qui ils sont. Et voilà, c'était quoi ta stratégie, ta recette, on va dire à toi, Florence, sur base de ton expérience à toi? Et ben, juste avant de répondre à ça, je vais rebondir sur le truc que tu as dit juste avant pour ajouter un troisième élément. Ouais. Parce que, en fait, moi, en tout cas, dans mon caractère à moi, c'était vraiment important. Tu avais la Mmh. communication, le fait de décider, de savoir ce qui est bon pour toi, la communication, et il y a surtout de savoir repérer quand tu es rentré dans une guerre d'ego sans t'en rendre compte. Mmh. Parce Avoir du que, discernement alors? ouais, Une forme de réussir, tu vois, à te remettre parfois en observation mmh. et à te rendre compte, de te dire, mais en fait, je suis en train de blâmer l'autre, mais en fait, moi aussi, je suis en train de jeter de l'huile sur le feu, là. Mmh, d'accord, Et en OK. fait, possiblement, ça fait 1 an et demi que je jette de l'huile sur le feu, tu vois? En pensant que j'ai raison, tu vois? Et l'ego, heu, si on refait le lien avec le sport et l'entrepreneuriat, en fait, l'ego, quand tu sais l'utiliser à bon escient, c'est ce qui te drive, c'est ce qui te permet de te Mmh. dépasser. C'est ce qui te permet de prendre des risques, de sortir des clous, de sortir des standards, de vraiment de faire ce que les autres ne font pas. Mais quand tu te laisses dépasser par tes émotions, ton Mmh. ego, c'est aussi ce qui va Te te limiter quoi, détruire, te ouais. grignoter, te freiner et te créer tout un tas de problèmes. Mmh mh. Et moi, dans cette période-là, émotionnellement, j'étais vraiment hyper instable parce que j'étais challengée de tous les côtés. Déjà, étant une femme, j'avais pas de budget. Enfin, tu vois, j'avais vraiment quand on dit les odds, tu vois. Genre, j'avais pas, j'arrive pas à dire ça en français, mais j'étais pas le cheval gagnant, quoi, tu vois. Mmh mh, mmh. Et donc, Tu du avais pas coup, tous les atouts de ton côté quoi, on va dire. voilà, c'est ça. Et du coup, bah, j'étais dans une posture égotique quasiment permanente, Mmh parce mh. que pour moi, c'était un moyen de survivre dans ce monde-là hautement égotique, hautement machiste, hautement élitiste. Alors que moi, j'avais l'impression que, enfin, moi, j'étais heureuse dans un ranch avec du crottin partout sur moi en Australie, quoi, tu vois. Mmh mh, mmh. Donc, dans ma tête, c'est vraiment un grand écart. Donc, voilà, c'était juste ça le point, de réussir à repérer quand est-ce que tu es dans un trip égotique finalement, mais qui est en train de te desservir. Et Mmh. de réussir à en sortir pour remettre les choses à plat. Et pour répondre à ta question à toi, première étape de la résilience, c'était que je pleurais tous les larmes de mon corps et j'insultais toute la planète. Et je blâmais absolument tout le monde pour mon échec. C'est important de le dire, d'être honnête. Donc c'est, pleurer et blâmer quoi, première étape. Ah, pleurer, blâmer, hurler, frapper un coussin, hurler sur mes parents ou qui était là. Maintenant, c'est différent, mais à l'époque, c'était vraiment ça. Mais c'était vraiment beaucoup, je pleurais, quoi. Ça pouvait durer 1 jour, 2 jours, 3 jours selon le truc, puisque comme je suis une hypersensible, on va dire, enfin, c'est pas on va dire, je suis une hypersensible, donc les hauts sont très hauts, mais les bas sont extrêmement bas. Et dans ma vie, j'ai eu énormément de bas. Mmh mh. Et après, tu apprends que la vie, c'est un peu comme une sinusoïdale, tu vois, et qu'il y a des hauts et des bas, et qu'en fait, tu as besoin des bas pour pouvoir retrouver l'impulsion de remonter. Et Mmh. quand tu vas trop haut, bah, en fait, inévitablement, ça va redescendre, tu vois. Et du coup, j'ai vachement travaillé cette notion-là en fait, on a besoin d'être en bas pour pouvoir, en fait, remonter. Et la blague, hein, je repensais à cet instant-là à mes cours de physique-chimie, sinusoïdale, tu vois. Oui, c'est Ça fait ça. un peu la joke, tu vois que ça t'a servi? C'est ça. Même si tu étais pas très bonne, tu as retenu 2-3 trucs. Voilà. Mais c'est qu'en plus, il y avait des trucs où j'étais bonne, c'était juste, j'étais pas bonne partout, et c'était un peu Mmh. chiant, quoi. Mmh. Et donc, première étape, c'était vraiment me lamenter sur mon sort et pleurer, quoi. Parce que c'était vraiment important pour moi. Et au final, ce que j'ai compris après, c'est qu'à l'époque, je pensais que c'était mal de faire ça, parce qu'il fallait être fort, parce que sinon tu te faisais bouffer.
C'est qu'en fait, c'était important pour moi, c'était OK de pleurer, quoi. Parce que Hmm. tu sais que c'est triste. Donc, quand tu as la joie, la tristesse, bah là, j'étais triste. Et après, une fois que ça passait, que j'avais plus de mouchoir ou que j'avais faim, parce que ça faisait 5 heures que j'étais en train de pleurer et qu'il fallait que je fasse autre chose, tu vois. À chaque fois, en fait, j'essaie de me recentrer sur le factuel. J'ai toujours, en fait, j'ai mis longtemps à le capter, mais j'ai toujours fait ça parce que je suis quelqu'un de très pratico-pratique. Je suis quelqu'un de très pragmatique. Et donc, j'essaie à chaque fois de regarder les faits, de les rassembler comme en grands points clés et d'essayer, à partir de là, de me créer dans ma tête des scénarios possibles, d'essayer de créer des connexions, d'essayer de trouver des liens et des points de rebond, en quelque sorte. Et c'est comme ça que je m'étais dit, en me posant pour le truc du bac S et des études en biologie, hein, globalement, que je m'étais dit, OK, qu'est-ce que j'aime dans l'SVT? Qu'est-ce que j'aime dans la biologie? Pourquoi est-ce que j'adore comprendre comment un volcan se crée? Et en fait, en me posant ces questions-là, en fait, c'est déjà naturel pour moi à l'époque finalement, et ben, en me posant ces questions-là, je réussissais à extraire, on va dire, de nouvelles informations. Et à partir de là, en fait, je recommençais. Je me disais, OK, avec ces nouvelles informations, qu'est-ce que je peux créer? Tu vois? Et du coup, comme ça, je m'étais dit, OK, bah, le lien avec le journalisme, finalement, et la communication, je sais super bien écrire, je sais très bien, paradoxalement, parler quand je suis préparée et que je connais mon sujet. Quand on me laisse ma chance, je suis excellente avec les mots. Par contre, quand on me laisse pas ma chance, je te défonce avec les mêmes mots. Tu vois? Mhm. Donc c'est toujours les deux parties d'une même pièce, hein, un super pouvoir. Mhm. Et c'est comme ça que je me suis orientée vers le journalisme. Et après, hmm, bah, les startups, là, à chaque fois, j'ai réussi à partir avec une rupture conventionnelle. Mhm. Pourquoi? Parce qu'en fait, à chaque fois, ils voulaient me virer. Moi, je voulais pas partir parce que je faisais bien mon taf, tu vois? Donc, ils avaient besoin de moi et en même temps, ça les saoulait que je sois là parce que je leur renvoyais tout ce qu'ils voulaient pas améliorer, tu vois? Mhm. Mhm. Donc, Mhm. même pour eux, en fait, ça devait être horrible d'être dans leur position. Tu vois, quand tu essaies de te mettre à la place de l'autre, et c'est comme ça que tu désamorces un conflit d'ailleurs, c'est que tu essaies de te mettre dans les bottes de l'autre. Pourquoi est-ce que l'autre, il a réagi comme ça? Pourquoi est-ce que l'autre, il a dit ces mots-là? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas d'accord avec toi? Et en fait, ce que j'ai capté après dans mon design humain, c'est que moi, je crée des émotions qui sont fortes chez les gens, pour les forcer justement à vivre leurs états d'âme et derrière avoir la vérité qui se cache derrière. Et pour voir cette vérité, ça demande une remise en question. Et que si tu n'es pas prêt à faire cette remise en question, bah, ce qui se passe, c'est que tu vas chercher à blâmer la personne que tu as en face de toi. C'est très naturel, c'est très humain de réagir comme ça. Tu blâmes le messager. Et en fait, bah, moi, à chaque fois que je suis partie, finalement, c'était que moi, j'avais atteint une évolution dans ma tête, d'un point de vue stratégique, avec mes clients, en termes d'aspiration, en termes de vision, Mhm. qui en fait était trop haute pour les personnes avec lesquelles je travaillais. Tu vois? Et donc, du coup, à partir de là, ça commençait à créer des résistances. Et à l'époque, bah, moi, je ne savais pas les gérer, ces résistances. Donc, j'avais Mhm. pas les bons mots, etc. Mais par contre, à chaque fois après coup, bon là, c'était pas 2-3 jours, je pleurais pendant très longtemps. Mais je suis nulle, personne veut de moi, je vais jamais retrouver de taf. Mhm. Mhm. Et le pire, c'est que quand mes autres employeurs appelaient pour des références, ils disaient que j'étais une excellente salariée. Mhm. Ah, j'ai vraiment rien compris à ce qui s'est passé, quoi. Mhm. Tu vois, comment c'est possible? Je pensais qu'ils allaient dire surtout de la prenez pas, c'est une anarchiste, elle va tout péter. Elle va être comme Valérie Damido, elle va tout refaire chez nous. Mais à chaque fois, je m'en remettais au fait. Qu'est-ce que j'ai bien fait dans cette boîte? Comment mes équipes réagissaient? Qu'est-ce que j'ai mis en place pour gagner la confiance de mes équipes? Pourquoi est-ce que finalement j'étais celle qui connaissait tous les secrets de la boîte et qui, parce que je connaissais tous les secrets de la boîte, j'avais des vraies propositions à faire pour améliorer les trucs, tu vois? Et donc à chaque fois, en fait, je faisais vraiment des listes, hein, tu vois? Et pareil avec ces listes, eh ben, je refaisais d'autres scénarios, j'essayais de comprendre c'était quoi les points communs, c'était quoi les patterns. Et c'est comme ça que j'ai commencé à comprendre dans quoi est-ce que j'étais forte. Qu'est-ce que je savais faire naturellement? Qu'est-ce que j'avais appris à faire grâce à Google et YouTube? Et qu'est-ce que j'avais pu faire grâce aux autres? Parce qu'il ne faut pas se leurrer, quand on réussit, c'est rarement tout seul. Mhm. Mhm. Toujours à un moment donné, enfin, franchement, j'ai vraiment envie de dire, il y a toujours quelqu'un, plusieurs personnes qui seront là pour t'aider. Réussir tout seul, c'est possible, mais c'est vachement compliqué. Et c'est vachement solitaire.
Et donc, à chaque fois, j'ai repéré, OK, finalement, quand est-ce que j'avais réussi à mettre mon ego de côté pour accepter de l'aide? Et dans ma tête, j'étais: «Ah OK, donc je suis capable de le faire». Même dans un environnement où je suis pas forcément, où je réussis pas forcément à fitter, quand il y a certaines conditions qui sont réunies, j'ai réussi à sortir de ma réaction, de mon agressivité, de mon côté effronté et insolente, Mhm. et je redescends et je prends ce qu'on me donne. Et du coup, en fait, tu vois, j'ai analysé pas mal de trucs comme ça et c'est comme ça qu'en fait, j'ai réussi à rebondir progressivement. Et ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, il y a comme plusieurs cycles dans ta manière de fonctionner. C'est que, bon, la première, bah, quand tu dis pleurer, blâmer, moi, avec mes mots, je vais être sur, ben, d'abord, tu réagis, on va dire, il y a une réaction, c'est juste épidermique, c'est, voilà, tu vas réagir. Puis arrive un moment donné où, bah, tu dis, c'est tout un mélange émotionnel et tout ça, mais tu finis par accepter tes émotions. Bon, bah, là, je suis en colère, là, je suis triste, là, OK. Et c'est à partir de ce moment-là où tu as accueilli finalement ou accepté tes émotions que tu arrives ben, accéder à tes ressources qui sont, dans ton cas, la ressource qui, toi, t'aide, c'est de reprendre un peu la liste des faits. Et de faire la part entre les faits et les histoires qu'on pourrait se raconter, comme tu disais: «Oh mais je suis nulle, personne ne m'aime», je ne sais pas quoi. Et en fait, finalement, c'est ce qui est intéressant parce que dans ce que tu nous partages, c'est que à partir de ce moment-là, en fait, vient de la résilience naît la divergence parce que tu arrives à te poser les questions: «Beh, comment est-ce que je fais des liens?» Donc, tu arrives à accéder suffisamment à la ressource après avoir passé la phase d'accepter tes émotions, et cetera, de poser les faits, de pouvoir avoir suffisamment de recul finalement émotionnel. Tu es plus impacté, tu es plus absorbé par ou embourbé ou identifié à tes émotions. Tu arrives à faire ce pas de côté, du coup, tu peux rester factuel et là, tu arrives à accéder à cette fameuse créativité où tu disais, ben, quand tu as pas le choix, en fait, tu trouves des solutions avec, toutes les enfin pour moi, c'est tu vois, c'est une sorte de manière où finalement tu consolides un sentiment de contrôle. Tu reprends un peu le pouvoir en disant: «OK, je suis plus dans une posture de victime, qui se plaint, qui blâme, qui et cetera». Mais plutôt de revenir à toi avec les faits, finalement, c'est reprendre ton pouvoir personnel, pouvoir te dire: «OK, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux créer? Qu'est-ce que j'ai déjà fait? Qu'est-ce qui m'a permis d'atteindre les résultats?» Tout ça, finalement, c'est consolider, finalement, reconsolider toute la confiance et cetera, pour après pouvoir poser des actions massives, quand même, parce que tu as l'air de quand même passer, pas mal à l'action, mais stratégiques. Parce que du coup, tu as trouvé un sens finalement à ce qui t'est arrivé. Donc, tu vois, c'est à la fois la croyance que finalement, hem, il y a un sens dans ce que tu viens de traverser, même si ça, en tant qu'hypersensible, pu faire, des vagues émotionnelles, de malade. Mais en même temps, ça a un sens, enfin, où tu lui donnes un sens, je vais dire, et tu reprends le contrôle quelque part en disant: «OK», tu sors du statut, tu reprends le contrôle ou si les gens sont sensibles sur contrôle, on va dire ta responsabilité en disant: «Bah, OK, là, je suis responsable de ce qui m'est arrivé, je me remets en question, qu'est-ce qui a fait que, bah, la recette a bien fonctionné à cet endroit-là? Qu'est-ce qui a fait que», comme tu disais, même ne serait-ce que, je pense que pour pas mal d'auditeurs, ça sera un exercice intéressant à faire, c'est dire: «OK, qu'est-ce que j'ai réalisé par moi-même parce que c'est naturel pour moi? Qu'est-ce que j'ai réalisé, parce que je l'ai appris», dans ton cas, Google, YouTube et cetera ou n'importe quelle formation qu'on a, qui sont vraiment des compétences qu'on a développées et aussi qu'est-ce que j'ai pu accomplir grâce aux autres? Parce que souvent on oublie un peu ce truc-là parce qu'on est très centré ou égocentré, on va dire ça comme ça. On va dire: «Bah, voilà, qu'est-ce que j'ai accompli dans ma vie?» mais qu'est-ce que j'ai accompli dans ma vie en étant soutenu par une équipe, un partenaire ou que sais-je? Parce que quand on est en contact avec l'autre, finalement, on accède à de nouveaux possibles, à de nouvelles, ouais, à de Une nouvelle nouvelles, voies, sagesse. quoi. Ouais Ouais, et une à une nouvelle nouvelle sagesse. sagesse. Bah, Exactement. c'est un exercice que j'adore donner ça, tu vois? Mmh. Qu'est-ce que tu as fait toute seule ou tout seul? Sur quoi est-ce que tu t'es, formée, tu vois? Enfin, tout ça parce que c'est naturel, sur quoi est-ce que tu t'es formée et où est-ce que tu as demandé de l'aide? Et à chaque fois, j'aime bien demander c'était quoi le type d'aide que tu as reçu? Et tu vois, Mmh. parfois, c'est: «Ah bah, je sais pas, une fois au resto, il y a un serveur, il m'a dit une phrase et ça m'a fait un tilt dans ma tête» et il se rappelle de cette phrase alors que c'était dit il y a longtemps, tu vois? C'est ça, ouais. Mmh. Donc, parfois, quand on dit: «Une personne nous a aidés», c'est pas forcément pendant des mois et des mois et des mois, Il c'est suffit juste d'un sourire parfois, d'un geste ou quelque chose qui va, nous soutenir au moment où on est, c'est dans le ça. creux de la vague, quoi.
Et le fait de réidentifier ça, en fait, dans notre Mm. tête, ça nous crée une sorte de panel Mm. de niveaux d'aide. Et du coup, ça nous aide aussi à être plus réceptifs aux personnes qui peuvent être amenées à rentrer dans ce panel-là et aux personnes qui peuvent être ressources pour moi et à quel niveau elles peuvent être ressources. Il y a des personnes, elles vont nous aider à avancer, pas forcément parce qu'elles vont nous donner des conseils ou qu'elles sont hyper sages ou qu'elles ont une expérience de ouf, mais parce qu'elles ont un sens de l'humour qui nous aide instantanément à décompresser une situation. Mm. Amener de Et, la ça, légèreté, ouais. et Mm. grâce à cette personne, tu vois, j'en ai des frissons, grâce à cette personne, on retourne en clarté émotionnelle et on peut Mm. réavancer. D'autres personnes, ça sera, ils vont te raconter, je sais pas, une de leurs expériences. Mais ils vont pas te donner de conseils ou quoi. Ils vont juste te dire, ah bah moi, ça me fait penser à moi une époque, truc machin. Et puis après, voilà, tu vois, comme en Australie, ça m'est arrivé plein de fois ça. Ou d'autres, ils vont vraiment te donner des conseils. D'autres, ils vont juste t'écouter et rien dire. D'autres, ils vont juste te faire un câlin. Et en fait, Mm. dans ta tête, demander de l'aide, en fait, prend une dimension est en expansion. Parce que c'est pas juste, ah, je dois, dans l'entrepreneuriat par exemple, me faire à tout prix accompagner et dans une offre à étiquette et tout. Ça peut simplement être, ok, j'appelle un pote entrepreneur parce que je sais qu'il est déjà passé par cette galère et on va juste en parler. Mm. Grâce à cet échange, je vais retrouver en clarté mentale. Et puis peut-être que je vais pas choisir de me faire accompagner sur 6 mois, mais sur 3 mois. Parce que Mm. je pense que c'est ça dont j'ai besoin aujourd'hui. Ou peut-être que je vais peut-être aller voir un kinésiologue qui va me rééquilibrer émotionnellement. Tu vois? Oui, c'est ça, c'est de voir en fait aussi quels sont les différents types d'aides auxquels on peut avoir, ou même dans les personnes ressources autour de soi, comme tu disais, dans notre réseau. Tu parlais tout à l'heure de la solitude de l'entrepreneur hein, qui est quand même quelque chose, une problématique, je pense que pas mal d'entrepreneurs rencontrent, c'est que il y a un décalage entre soit par rapport à leur entourage proche, qui sont peut-être les seuls entrepreneurs entre guillemets de leur entourage, mais même dans le milieu dans lequel tu évolues, les entrepreneurs, ils sont chacun entre guillemets dans leur bulle, dans leurs préoccupations, dans leurs problématiques, et ils ont du mal à aussi, il y a beaucoup d'ego, comme tu dis, du mal à pouvoir dire, en fait, moi, à cet endroit-là, je suis pas au top. Toi, comment tu as fait, quoi? Ça demande finalement de l'humilité aussi voilà, conscientiser quel type d'aide sont ressources pour toi et de pas te flageller parce que justement tu vas demander de l'aide ou que tu vas demander à quelqu'un de plus expérimenté ou de plus avancé que toi ou que tu perçois en tout cas comme ressource pour toi, quoi. Et c'est là que je vais refaire le lien avec les dauphins. C'est la voix d'enfant qui revient sur l'instant. Parce que oui, je suis quand même je suis une enfant. Hein. Dans tout ce que je fais, je suis vraiment une enfant. Je pense que c'est ça qui m'a aidé à encaisser d'ailleurs le vécu que j'ai eu. Parce Mhm, que, alors, je vais dire les deux mots qui, pour moi, il y en a un, c'est une qualité. L'autre, c'est quand c'est plus l'expression basse. Mais il mhm, y a l'innocence et la naïveté. Tu mhm, vois, l'innocence, c'est le côté un peu dauphin qui veut jouer, qui voit le mal nulle part et qui comprend pas du tout pourquoi les gens vont pas faire leur taf, parce qu'il part du principe qu'évidemment les gens font leur taf, tu vois, par exemple. mhm, Et il y a le côté naïf ou trop bonne poire, ou tu fais confiance parce que tu as le côté innocence, puis en fait tu te fais avoir de l'autre côté. Donc là, c'est en plus mhm, dans la naïveté. Et, et j'ai vu pourquoi j'ai dit ça, mais du coup, pourquoi je parlais des dauphins? Ah oui, et le fait de pouvoir compter sur un groupe ou sur les autres, en fait, moi, c'est vraiment ça que j'adore dans les partenariats, tu vois, parce que, en fait, tous les types d'aides que tu peux recevoir, évidemment, ça peut être de façon linéaire, tu vois, un après l'autre, en fonction de ton besoin du moment, mais il y a aussi des moments où pour que ça soit plus puissant, c'est intéressant de créer une synergie, tu vois. Là, si je donne un exemple vraiment euh, simple, c'est OK, tu es déjà un entrepreneur qui crée pas mal d'argent. Donc l'argent pour toi, c'est pas un problème, tu sais en créer, et t'es pas heureux du tout. Parce que dans ton couple, ça va pas. Et ben, ton business va pas aller, tu vas plus du tout avancer, tu réussiras pas à remplir tes immersions. Non pas parce que t'es pas bon dans ton business, mais parce que dans ton couple, ça va pas. Et du coup, mhm. ça te prend toute ton énergie, et toute l'énergie que tu n'as plus, et ben, elle est plus disponible. Enfin, toute l'énergie que tu mets pour encaisser cette difficulté dans ton couple, ou avec tes enfants, Relationnel, ouais, c'est ou ça. avec tes Mhm, parents, ou avec un ami, ou peu importe, et ben, cette énergie-là, elle est plus disponible pour ton business. Et donc, mhm, du coup, là, tu vas te dire, OK, en fait, je suis plus du tout heureux tout court dans mon business. Ça veut pas dire que je suis plus bon pour du business, ça veut peut-être juste dire que j'ai envie de shifter parce que j'ai évolué.
Et peut-être parce qu'aussi, cette difficulté à côté m'a fait évoluer. On évolue dans la douleur, on évolue dans la tristesse, on évolue dans la peine. Et donc, du coup, ça, les expériences, positives comme négatives, changent les personnes. Et donc là, tu te dis, OK, en fait, je suis pas heureux dans mon couple, je suis pas heureux dans mon business. À cause de ça, j'arrive plus à parler à mes enfants et même mon chien, il me ramène plus la balle. Donc tu dis, il y a vraiment un gros problème. Donc tu vas te faire accompagner pour repivoter dans ton business. Mais à côté de ça, peut-être que tu vas aller voir un énergéticien pour essayer de dénouer un petit peu les nœuds. Et puis, en fait, ton mental, il va tellement résister que tu vas te faire un labingo. Donc, tu vas aller chez un ostéo qui va te fix up pendant un certain temps. Mais du coup, après, quand tu en parleras à ton accompagnant business, et ben, il va te dire, OK, là, il y a une difficulté sur la sphère émotionnelle. Viens, on va faire des exercices spécifiques liés à la sphère émotionnelle. Et ce Donc, qui tu est vois, intéressant, c'est ça, c'est que tout est lié et que souvent je veux dire, tu sais, ce qu'on dit souvent de cette notion de, parle aux gens de ce qu'ils veulent et puis livre-leur ce qu'ils ont besoin et exactement. typiquement l'entrepreneur là que tu mentionnes, va te dire: «Écoute, j'ai un souci, mon chiffre d'affaires il diminue, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas conscience de ça» et que finalement, c'est à travers l'accompagnement que tu peux lui faire prendre conscience que ça impacte sa santé, que finalement la cause, c'est peut-être la cause relationnelle, émotionnelle du coup, puisque dans les relations, on est, Ouais. elle est affectivement, impactée et finalement, c'est vraiment ce truc de, hem, la stabilité émotionnelle dont on parlait au tout début, ce à quoi t'accompagnes finalement les personnes, qui permettent de dire: «Ben, OK, c'est cette stabilité émotionnelle-là te permet d'éviter des problèmes de santé, d'améliorer ton chiffre d'affaires, Ouais. de te sentir plus épanoui, mentalement, physiquement, énergétiquement, spirituellement, tout ce que tu veux». Et ce lien-là, enfin cette conscience-là, la personne au départ, elle l'a pas. Mais par contre, avec l'exercice que tu disais tout à l'heure de, quel type d'aide tu demandes, ça lui permet de conscientiser peut-être ce genre Ouais. de choses-là, de pouvoir se dire: «Ah bah tiens, c'est marrant, à cet endroit-là, cette personne ressource, elle m'a aidé à voir telle chose que j'avais pas vue avant, quoi». Et c'est pour ça que c'est aussi important de ne pas rester tout seul et de demander de l'aide parce que j'ai presque envie de faire ce rapport-là, c'est que, tu sais, dans la période de Covid, de confinement, au Mmh. bout d'un moment, en fait, on ne pouvait plus échapper à nos problèmes. Mmh. Donc, tu vois, il y a des personnes qui se sont séparées, il y a des couples qui se sont faits aussi, tu vois, enfin, il y a plein de choses qui se sont passées. Et quand tu es entrepreneur, c'est un peu le même principe. Quand tu es entrepreneur, tu ne peux pas ignorer tes problèmes. Parce que Mmh. chaque problème que tu as se répercute instantanément dans ton business selon ta maturité émotionnelle. Ce que Mmh. j'entends par maturité émotionnelle, c'est la capacité à observer nos émotions, à comprendre ce qu'elles veulent dire et à les accepter pour pouvoir retrouver cet état de clarté émotionnelle qui nous aide à reprendre de bonnes décisions. Et donc, Mmh. quand tu es entrepreneur, et d'ailleurs, là, je sais pas si je te l'avais déjà dit ça, mais tu vois, quand je me présente, je suis une business coach de base, hein, si tu prends le label le plus simple. Mais je travaille sur la sphère émotionnelle et puis je travaille avec le design humain et en même temps, je suis une excellente consultante niveau stratégie, tu vois. Mmh. Et même moi, quand je me suis lancée, je me sentais pas du tout crédible hein, parce que j'étais, mais en fait, je fais rien comme les autres coachs business. Donc j'étais coach business, ils parlent de marketing froid, ils parlent de stratégie, la méthode révolutionnaire, alors que putain, je vais arrêter de jurer, mais il n'y a pas qu'une méthode, tu vois. Mmh. On passe de 0 à 10 000 euros en 3 mois en travaillant 5 minutes par jour sur ton téléphone. Enfin, tu vois, et du coup, j'étais, mais moi, je suis pas du tout ça. Enfin, oui, mon super pouvoir, c'est de créer, de faire shifter, de pivoter des business, de créer des stratégies, d'être créative. Mais je réussis à le faire en passant par la sphère émotionnelle. Mmh. Et du coup, j'étais, tu sais, quand tu travailles ta propre identité, j'étais, comment est-ce que je fais pour expliquer ce que je fais? Mmh. Enfin, et j'étais, mais putain, j'y arrive pas. Et donc, j'ai arrêté d'essayer d'expliquer à un moment donné. Le raccourci, c'était bon, tu viens avec moi travailler business, mais on va pas travailler que ça. Je suis pas du tout comme les autres coachs business. On va vraiment travailler les émotions ensemble. Ça va être hyper inconfortable. Peut-être on va travailler ton couple alors que tu viendras me voir pour refaire ton offre. Et ça sera ma façon de t'aider. Tu vois? Mmh. Je savais pas trop comment l'expliquer. Et du coup, pour l'expliquer, je donnais des exemples. Tu vois, les Tu faits. l'illustrais, voilà, oui, c'est ça, tu Les reviens aux faits. faits. C'est quoi les faits? Et donc, j'essayais tu vois, de mes voyages, de toutes les rencontres que j'ai faites, Mmh. j'essayais de retrouver un exemple qui pour moi pouvait être pertinent pour illustrer comment je travaille. Mmh mh. Tu Mmh. vois?
Et au bout d'un moment, bah, j'ai commencé à accepter le fait que, bah, en tant qu'entrepreneur, bah, c'est pareil, je fais pas comme les autres. Je ne suis pas les tendances, je fais pas forcément, je crée mes propres exercices. Enfin, tu vois, genre, je ne peux pas utiliser un exercice d'internet, je prends les miens. Ça pareil, c'est pas, enfin, on me dit toujours que je suis bizarre, tu vois. Est-ce que tu es sûr que ça va marcher si c'est que toi qui crée ton exercice? Et Mhm. du coup, là, je repense à ma capacité à me connecter dans le moment à la personne et cette fameuse tu vois, connaissance instinctive qui vient. Mhm. Mhm. Et donc, du coup, ça, c'est une énergie vachement féminine, en fait. Mhm. Mhm. Alors que moi, toute ma vie, je suis un bélier en plus. Moi, toute ma vie, j'étais en mode forcing, 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 tu m'aimes ou tu crèves, tu vois. Et en fait, en lâchant prise, pareil, en acceptant de me dire, bah, en fait, j'ai pas de case, mon cadre, il est mouvant en permanence. Et il y a un moment donné, j'aime plus un outil, donc je vais en prendre un autre. Et puis, et en fait, c'est OK. Et donc, progressivement, en disant, bah voilà, je suis pas du tout conventionnelle, j'aime pas ce terme-là, mais c'est un mot qui est compris. Que je vais pas dire, je suis complètement anarchiste et rebelle. Je dis, ah bah voilà, je travaille un peu différemment des gens. Est-ce que ça te plaît? Tu vois? Bah, je trouve ça hyper intéressant aussi, tu vois, par rapport à ton parcours. En fait, tout du long, tu l'as dit plusieurs fois, ce côté, tu vois, d'être un peu à contre-courant, Ouais. quelque part, d'être un peu à contre-courant, finalement aussi, avec le syndrome de Cassandre, tu vois, ce truc de voir plus loin euh, que juste là, dans le présent. C'est à la fois un avantage et à la fois, il y a des inconvénients. Euh, mais je trouve que enfin, c'est quand même très présent et ça, du coup, ça me fait penser, tu vois, à enfin, la manière comment on s'est rencontrés sur cet outil, on va dire ça comme ça. Je sais pas, j'ai pas envie Humain. de le résumer à outil, mais bon, bref, on va dire outil, cette approche de la science de la différenciation du design humain, où justement, c'est d'arriver enfin, à utiliser cette différence et à l'assumer finalement, parce que comme étant c'est même pas l'assumer, c'est même l'accueillir, l'accepter, puis À la voir déjà. l'intégrer, tu vois, quelque part. Et de ce fait-là, de par l'expérience, parce que bah, on a une charte en 2 secondes, tu sors ta charte de design humain, c'est pas là qu'est la complexité. La complexité, c'est finalement intégrer à un autre niveau que mentalement, j'ai envie de Ouais. dire, avec notre logique, ce qui apparaît sur cette charte. Et quand tu disais que finalement, euh, la possibilité se crée dans la diversité, ben, ça me fait tu vois, l'effet quand tu as une charte, tu vois tous les possibles qui sont là et toute la richesse de tes différences finalement, mais plus à partir d'un endroit où tu te sens en décalage finalement par rapport à l'extérieur, mais plus en adéquation justement. On n'est plus dans le décalage, on est dans un sentiment d'adéquation par rapport à notre fonctionnement interne, par rapport à ce qu'on veut proposer, par rapport à ce qu'on prend comme décision. Et ça donne un niveau de confiance, on va dire, de pouvoir personnel qui est, enfin, voilà, pour moi en tout cas, qui fait partie des gros bonus de l'approche, quoi. C'est clair, et c'est exponentiel, plus tu pratiques, plus ça grandit. Mhm. Et mais tu vois, en fait, c'est ça tout ce truc de être unique, créer ton offre unique et magnétique et blablabla. En fait, on est tous uniques. C'est ça le truc, parce qu'on est tous les seules personnes à avoir vécu dans nos chaussures. Ouais. Et vraiment, ce qui m'a vraiment frappée quand je me suis mise à mon compte, c'est que tout ce qu'on m'avait reproché dans le monde du salariat, c'était exactement pour ça qu'on venait me voir et qu'on vient me voir dans l'entrepreneuriat. Mhm. Oui, mais toi, t'es créatif, Toutes t'es tes rebelle, faiblesses tu, finalement, quelque tu penses part. pas comme les autres, on travaille pas pareil avec toi, on est tout le temps surpris. Et dans ma tête, j'étais, mais c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et Mhm. du coup, la forme d'aide, c'est aussi nos clients. Mhm. Parce que moi, c'est grâce au retour de mes clients que j'ai compris ça. C'est ça. Que, Que en fait, c'était pas des tares, quoi. Que c'était pas des tares et que ça pouvait être des forces. que c'était pas des tares et qu'en fait, dans l'entrepreneuriat, j'ai commencé à faire vraiment ce que je voulais, parce que c'est pour ça que je me suis mise à mon compte. J'en avais marre de ne pas pouvoir faire ce que je pressentais comme étant juste. Mhm.
Et comme j'avais pas cette pression, cette épée de Damoclès, des KPI, de la période d'essai qui dure 8 mois, Mhm. des investisseurs, des VCs, des business angels qui foutent la pression avec les levées de fonds et le CEO qui pète complètement les plombs parce que lui-même n'est pas accompagné, tu vois, Mhm. j'avais plus toutes ces pressions extérieures, si ce n'est la mienne. Et donc, en fait, je me suis autorisée à tester des choses sans mauvaise influence à côté. Mhm. Et du coup, j'ai pu faire ça avec mes clients. Mes clients l'ont vu, ils m'ont fait des retours parce que je demandais des feedbacks. Et au début, à chaque fois, je regardais tout le temps les replays de mes séances pour noter qu'est-ce que j'avais mal dit, sur quoi j'avais été trop abrupte, sur quoi j'avais manqué de tact, sur quoi... parce que ça m'avait traumatisé mon manque de tact. Et donc, je notais les phrases que je disais souvent. Mhm. Tu vois, je notais pareil les patterns et du coup, j'ai travaillé à chaque fois sur chaque formule que je disais qui C'est ça. manquait de rondeur, tu vois. J'étais vraiment une psychopathe, quoi. Ouais, c'est de l'auto-évaluation, en fait, c'est ça. C'est une auto-évaluation pour améliorer de manière continue et faire en sorte que l'expérience client soit la plus, C'est voilà, ça. la plus porteuse, quoi. Mais j'ai beaucoup pleuré du coup, parce que bonjour l'ego, parce que du coup, je mettais une telle pression, j'étais, ah, mais cette phrase-là, c'est normal qu'elle ait réagi parce que j'ai manqué de tact, tu vois. Mm. Donc voilà, faut faire attention entre se remettre en question et se fouetter avec des orties. Oui, c'est ça. Moi, je suis très forte pour me fouetter avec des orties. Donc voilà, c'est vraiment itératif. C'est grâce à chaque pierre, chaque personne que tu rencontres, chaque influence positive que tu rencontres finalement, que tu réussis à te rapprocher de toi. Et moi, vraiment, le shift, c'est vraiment quand j'ai compris que tout ce qu'on me reprochait en startup, c'était ce que j'assumais pas chez moi. Parce que comme c'était différent et que c'était pas ce que je voyais chez les autres, j'avais l'impression que c'était mal. J'avais l'impression que c'était pas bien. Et j'avais encore plus l'impression, je me sentais encore plus comme une outsider. Parce que je pensais pas comme les gens, je proposais pas les mêmes solutions, je rebondissais pas sur les mêmes arguments. Il y a des trucs que je comprenais super facilement, personne comprenait rien. Des trucs que tout le monde comprenait, et moi je comprenais rien. Donc tu vois, ça m'a vachement aidé à capter. Je fais, ah ok, en fait, être différent. Tu vois, ce que j'avais, une partie que j'avais compris en voyage, là j'en ai compris une autre partie. Tu vois, parce que j'avais pas du tout compris en voyage. C'est comme un peu, tu as lu un bouquin, ça y est, j'ai tout compris. Pas du tout. Ouais, c'est qu'il y a comme des degrés de Ouais, compréhension. En fait, oui, tu as compris dans un certain. Il y a des bouquins comme ça que tu peux relire plusieurs fois ouais. et que tu es toujours surpris de dire, mais j'avais pas vu cette phrase ou j'avais même pas capté le concept quand j'ai lu la première fois. C'était plutôt ça qui m'avait marqué, mais il a fallu quelque part passer par la première lecture qui t'a permis d'intégrer un concept pour accéder en fait à la porte d'après, quoi. C'est un peu comme si, oh, mais en fait, il y a encore, tu sais, comme les poupées russes, là, Exactement. Matryoshka. Genre, ouh, ah, mais en fait, il y a encore plus profond. Mais elle est très bien cette métaphore. Et il y en a deux que j'utilise beaucoup, c'est celle-là, l'épopée russe, et la métaphore du diamant. Dans le Mhm, sens où nous, on est des diamants. Et en fait, dans ta vie, chaque expérience que tu vas faire va t'aider comme à comprendre une facette de ce mhm, diamant. Tu mhm, vois. Et du coup, moi, ce que j'avais compris en voyage, c'était une petite facette. Mais du coup, selon les expériences que je vis, j'avais très vite atteint les limites. Parce que là, ce que j'avais d'accord. compris finalement, c'était que c'était bien d'être différent et que pour moi, c'était possible d'être différent. Mhm, Mais dans le cadre du voyage. Par contre, en startup, euh, j'ai pas, je pense que j'ai pas pu le comprendre parce que je n'avais pas de diversité en startup. mhm. C'est un Tu peu vois. comme si tu avais une amnésie sur cette Ouais, compréhension-là du voyage quand tu es revenu et que tu as été à nouveau remise dans un contexte plus compétitif, etc., où la pression conformisme. extérieure était trop forte. L'égrégore était trop fort. Ouais, et du coup, ouais, ça, quand tu parles d'influence, oui, c'est ça, c'est que finalement l'extérieur était revenu brouiller les pistes, on va dire ça comme ça, de ce que tu C'est avais ça. compris en voyage, quoi. Mm. Après, je vais nuancer quand même, hein, parce que je veux pas diaboliser les startups parce que je kiffe les startups. Donc, je veux vraiment pas que Oui, mes mots oui, soient, j'entends. Mais soient elles mal sont pas, compris. de toute façon. Mhm. Mais bon, parfois, je suis un peu maladroite. Puis là, il y a quand même beaucoup d'émotions aussi sur ça encore. Mais c'est qu'il y a de la diversité en startup parce que c'est des projets qui sont différents de ce qu'on fait en entreprise. Oui. Donc Mhm. ça, c'est déjà de la diversité. Il y a de la diversité dans les process qui sont différents de ce qu'on voit dans les grandes entreprises. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de sources de diversité. Là, moi, quand je parle de manque de diversité, c'était par exemple par rapport à des profils. Le top 3 des écoles de commerce, que des hommes, que un certain type de caractère, Mhm. tu vois.
la culture de la perfection, 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 la culture du 8h, 22h. Et Hmm. quand tu pars à 17h, on dit T'as alors, pris ton après-midi. t'as pris ton après. Bah ouais, le nombre de fois on me l'a dit ça. Donc tu pars en vacances. Tu vois. Donc tous ces trucs-là, et moi, je pense que ça a dû friser une partie de mon cerveau parce que j'avais Hmm. perdu toute capacité à évaluer. Toi, tu me parles Mhm. depuis le début de ma capacité à évaluer, à recréer des liens. Mais là, j'avais clairement une partie de mon cerveau qui était Qui avait off, été mis quoi. en pause, quoi. Ouais. Ouais, Hmm. Erreur 404. erreur 404, not found. Donc voilà, il ne faut pas tout diaboliser et c'est important à chaque fois les faits permettent de savoir où est-ce qu'on a pris notre responsabilité et où est-ce qu'on n'a pas su la prendre. Mhm. Mhm. Parce que voilà, là, j'ai décrit une expérience, mais moi, j'ai ma responsabilité dans tout le process. C'est pas à sens unique. OK. Et Mhm. c'est aussi comme ça qu'on apprend à faire des meilleurs choix. Enfin, moi, je suis 3-5. Le 3, on est destiné à faire des expériences pour voir qu'est-ce qui va, pour trouver qu'est-ce qui va pas. Et du coup, bah, forcément, ce qui va pas, c'est un échec, en fait, aux yeux de la société. Mhm. Et donc après, tu réitères et tu te rapproches un petit peu plus de ce qui va. Donc, toutes ces expériences-là, tout ce que tu vis avec tes parents, avec tes amis, le bon comme le pas bon, bah, ça te permet d'expérimenter et d'avoir différents référentiels. Mhm. Mais on n'est pas dans un monde de l'absolu. Dans l'absolu, tu es juste. Mhm. Mais là, on est dans la 3D, on est dans la matérialité. Donc, pour savoir c'est quoi qui est important pour toi, c'est quoi les valeurs pour lesquelles tu veux te battre, bah, tu dois t'en prendre un petit peu plein la gueule pour capter qu'est-ce qui t'a fait bobo, c'était quoi qui était cool à défendre, c'est quoi que tu n'as pas envie de défendre ou tu n'es pas d'accord. Tu vois, il y a les fêtes il y a les férias de Nîmes en ce moment. Bah, moi, c'est pas quelque chose que j'ai envie de soutenir, par exemple, dans mes valeurs à moi, tu vois. Mhm. Donc, du coup, c'est hyper important quand tu n'as pas eu le résultat que tu as obtenu de te dire, OK, en quoi est-ce que là, je me rapproche finalement de ce que je veux? En quoi est-ce que peut-être j'ai pu découvrir une valeur que j'avais envie de défendre ou quelque chose qui me plaisait? Et en fait, c'est comme ça progressivement, tu as envie de recommencer, tu vois. Et le design humain te montre que c'est grâce à la diversité que tu peux te réunifier. Mhm. Oh, c'est beau ce que je viens de dire. En fait, c'est grâce à ta propre diversité que tu peux trouver ton unicité, parce que ton unicité, c'est la somme des diverses parties de toi. Ta note le sait, parce que je ne réussirais pas à m'en souvenir, c'est plutôt pas mal. T'inquiète. Je sais plus ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit? C'est parti, ça y est. Mais c'est drôle parce que ça illustre, tu vois, le truc de tu sais pas d'où ça vient, mais c'est venu. Tu disais que c'est grâce à la diversité que tu peux te réunifier. J'aime bien cette notion-là parce que Oui, c'est finalement parce que tu vois toutes les différences et tout ça, que tu arrives à les accepter, que tu arrives à te sentir faire partie d'un tout, faire partie de toi déjà. de ton tout à toi et que Ouais. tu captes. En fait, c'est comme ça que tu fais des liens, en fait. Mhm. Mhm. Moi, je me dis, OK, je suis une autorité émotionnelle. Je sais que quand je suis pas de bonne humeur, il faut pas que je sois à côté des gens. Sinon, je vais fumer l'ambiance parce que je serai pas en capacité de de vivre mes émotions. On Mhm. gère pas une émotion, on vit une émotion. Mhm. J'ai encore du mal à. Voilà. Mais après, tu sais que, OK, tu as un esprit pragmatique, mais qu'en même temps, quand tu as un mouvement, eh ben, tu es vachement plus dans le moment présent. Et puis que toi, tu as une capacité naturelle à chercher l'information. Et en même temps, tu as envie de tester. Du coup, tu as naturellement la capacité de tester les choses que tu as trouvées. Et en Mhm. fait, si tu poses tout à plat, tu as l'impression que tous ces points-là sont complètement disparates, n'ont rien à voir les uns avec les autres. Mais c'est précisément quand tu prends de la hauteur et que tu commences à faire ces connexions que tu comprends l'intérêt de notre propre diversité Mhm. et de la diversité chez les autres. Mhm. Et sans diversité, tu es dans une pensée unique, donc tu ne peux pas bien fonctionner parce qu'on est des êtres multi, Mhm. tu vois. Donc, pour t'accepter toi, tu dois d'abord accepter plein de parties de toi. Et dans ces Ça, plein de parties, il y en a que tu as déjà accepté, tu sais déjà que c'est bien pour toi, et tu en as plein, tu n'es pas du tout conscient qu'elles sont là. côté en rejet, quoi. Mm. Ouais, il y en a, tu es en rejet, et d'autres, c'est des autres qui t'en font prendre conscience. Et dans le Mm. design humain, il y a cette partie consciente et inconsciente. Et donc, c'est comme ça que tu apprends progressivement, tu vois, à coudre ton écharpe. Là, si je prends une autre métaphore, si tu prends une maille après l'autre, tu n'as aucune idée d'où tu vas. Mhm.
Mais quand tu visualises un peu, tu dis, ah, chaque maille après l'autre, je peux créer une écharpe. Là, tu Mhm. crées ta vision, tu vois. Mhm. Je sais pas Mhm. si c'est une très bonne métaphore, mais, Bah, mais moi, ce que je vois plus, c'est comme, genre, tu as des pièces du puzzle qui, ouais, tu le sais, puzzle. quand tu commences un puzzle, tu vois, il y a les pièces un peu partout, tu vois pas forcément comment ces choses-là s'assemblent. Et que finalement, Exactement. à force de tester, justement, tu vas prendre une pièce, tu vas essayer de voir avec l'autre, c'est quoi le lien, est-ce qu'elles s'emboîtent toutes les deux? Ah bah tiens, ça s'emboîte, mais qu'est-ce que je peux, avec quoi d'autre encore, je peux l'emboîter, etc. Et au final, tu te retrouves à avoir ton propre puzzle avec tes couleurs, avec voilà, tout ce qui est conscient, inconscient et tout ça, et puis tu arrives à avoir la globalité Bah, les de l'image, couleurs, quoi. les couleurs, c'est ce que tu as dit, Mm. c'est un très bon exemple parce que c'est en mélangeant des couleurs que tu trouves d'autres couleurs, Ouais. Mhm, que mhm, tu peux expanser ta palette et donc mhm. peindre des choses qui sont de plus en plus complexes, de plus en plus belles, de plus en plus C'est ça. Tu différentes, vas tu vois. enrichir finalement, tu vas enrichir ton expérience à force d'intégrer les différentes parts de toi-même, quoi. C'est ça, tu enrichis ta palette. Et après, bon là, effectivement, le design humain, c'est beaucoup plus qu'un outil. Pour moi, c'est vraiment une philosophie de vie. Mais faut, comme chaque truc, tu as toujours des trucs cool et des trucs pas cool. Hmm. C'est pour ça que c'est important de se faire accompagner par des personnes qui maîtrisent vraiment ces trucs-là. Parce que tu peux vite te faire enfermer dans les croyances limitantes qui sont vite associées à tel ou tel truc, tu vois. Ok, ouais, Tu ouais. vois, Mais ça, c'est dans tous les outils de profilage. Je trouve que c'est un piège ouais, assez courant de ah, mais non, enfin, tu vois, par exemple, sur l'énéagramme, ah non, mais moi, j'ai pas accès à ça parce que moi, je suis un type X, Y, Z. Pareil donc sur je le peux pas. HD. Voilà, je peux pas. Voilà, c'est pas dans mon mode de fonctionnement naturel. Mais dans l'énéagramme, en tout cas, on dit oui, tu as une tendance naturelle à ça, mais en fait, tu es tout. Et à nouveau, on revient avec cette dimension de bah, tu es en capacité de tout en fait, tu es rien de tout ça et tout ça en Et même tout temps. en même temps. Il y a vraiment cette dimension-là, quoi. Bah, tu vois, pour illustrer ça, on va dire le niveau 1 du design humain, moi je trouve ça hyper parlant parce que tu es générateur, MG, projecteur ou Mm. quoi. Et du coup, si tu es générateur, tu vas te dire, ah non, mais moi c'est normal que je fasse ce générateur dans ma vie parce que je dois attendre. Alors que dalle, en fait, c'est un mécanisme de réponse à la vie. Donc, en fait, tu rebondis sur quelque chose qui te fait envie. Et Mhm. ça, c'est initié, tu vois. Et on a tous en nous tous les archétypes. C'est ça. Mhm. Pourquoi? Parce que il n'y a pas que les manifesteurs qui sont des leaders là pour créer le monde et amener des choses différentes. Il n'y a pas que les projecteurs qui sont là pour guider. Il n'y a pas que les générateurs qui sont là pour bâtir comme des esclaves. Mhm. On est tous ces archétypes-là en même temps. C'est Mhm. juste qu'on a une dominante. Et on est tous déjà les leaders de nous-mêmes. Donc voilà, de base, tout le monde a un leader, pour peu que tu C'est apprennes à ça. le faire. On peut tous guider quelqu'un à notre échelle. On peut tous créer quelque chose de cool à notre échelle. Enfin, tu vois, parce que tout est toujours imbriqué. C'est juste le prisme ou les lunettes que tu vas mettre ou la dominance qui va impacter qui tu es. Mais on est Mhm. beaucoup plus que juste 5 types énergétiques. Et c'est en ça que le diamant et les poupées russes sont importantes et que tu crées ton unicité dans ta diversité. Parce que le design humain, quand tu l'approches bien, te montre toute cette diversité qui fait que tu es toi. Par contre, ça demande de savoir la lire, de savoir C'est ça. zoomer, dézoomer et de réussir à l'appliquer à un contexte précis. Par exemple, Mhm. pourquoi est-ce que j'arrive pas à vendre? Dans ta Pourquoi vie est-ce que j'arrive pas à concrètement, quoi. communiquer? Ouais, Mhm. parce que c'est du pratico-pratique. Enfin, la spiritualité, c'est du pratico-pratique. Enfin, Mhm. t'appliques la spiritualité. Pas spiritualité juste parce que tu es une feuille qui se fait porter par le vent, tu vois. Parce qu'on est dans un monde de matière. Mhm. Mhm. Donc, si tu veux manifester, c'est manifester un verre. Je l'ai dans les mains, ça se touche. Mhm. Donc, on doit être dans l'expérimentation et on doit être quand même ancré pour pouvoir être spirituel. Parce que si tu t'envoles, il n'y a aucune chance que tu puisses expérimenter dans la matière. Mhm. C'est dans la matière que tu peux manifester, mais c'est en étant connecté à, on va dire, la foi, la confiance, l'univers, que tu peux utiliser l'énergie qu'il t'apporte pour manifester ça plus vite dans la matérialité, dans le 3D. C'est ça, c'est finalement utiliser le soutien, on va dire ça comme ça, de ton type énergétique, de l'univers, de chacun met ce qu'il veut derrière, que finalement tu peux manifester, comme tu disais, sur ce plan-ci en 3D, des Ouais, choses. Sinon, ça reste quelque chose où tu peux, enfin, il y a cette dimension, tu sais, un peu de les rêveurs versus les faiseurs. ouais, Et au lieu de dire versus, enfin, tu bien le ou et le et là, dire bah, justement d'arriver en intégrant
son type énergétique, son mode de fonctionnement, en s'appuyant sur avoir confiance en la vie, en s'appuyant sur le fait qu'on est soutenu inconditionnellement et en s'appuyant sur nos Sur ton propre intuition, conscience, voilà, notre ouais, propre conscience aussi de qui on est, de ce qu'on peut ou ce qu'on veut aussi. Parce que voilà, quand tu dis de choisir, en fait, c'est le libre arbitre. D'arriver à ouais, choisir, ok, ben, qu'est-ce que j'ai envie de croire, qu'est-ce qui soutient ce que j'ai envie de manifester finalement aujourd'hui. Et je trouve que ouais, de faire confiance. c'est ça. Et ça, c'est vraiment ce qui fait appel à cette notion de responsabilité dont tu parlais. Enfin, choisir finalement, c'est faire appel à sa responsabilité, à son autorité intérieure pour revenir Ouais, sur ce qu'on disait au début de cet échange. Donc, vraiment cette dimension-là voilà, de responsabilité, de choix, de pouvoir être capable de se remettre en question, de pouvoir de s'enrichir de la diversité. Enfin, il y a quand même pas mal il de y a choses qu'on a pas mal de évoquées. choses. Il y a pas mal de choses qui ont été évoquées pendant cette interview, donc merci déjà beaucoup pour ça, parce que je pense que là, Et de les rechoisir. auditeurs et de rechoisir, oui, c'est un choix renouvelé en Voilà, plus. parce que tu peux choisir quelque chose et puis Mmh. après, tu as le droit de changer d'avis. Et si tu changes Mmh. d'avis, c'est OK de rechoisir et de pas rester C'est pas être enfermé dans figé, un. quoi. Mmh. Voilà, il n'y a rien qui est figé parce qu'on est des êtres d'évolution. Donc, Mmh. c'est toujours un mouvement. OK, cool. C'est Et tellement bah, cadeau. justement, j'allais te dire, est-ce que tu as, voilà, un dernier mot de la fin ou quelque chose, Ah, que tu aurais envie, tu sais, dans ton parcours et tous ces apprentissages de sagesse là que tu as tirés de ton parcours, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier sur lequel tu as envie peut-être de réinsister ou alors, quelque chose d'autre qui te vient et tu te dis: «Tiens, bah, ça, j'en ai pas parlé et je trouverais ça vraiment important de le partager aux éditeurs du podcast Divergent»? quelle responsabilité de. Euh, Eh ben, en fait, je vais essayer d'être courte parce que c'est censé être un mot de la fin. Quand on voit des entrepreneurs qui réussissent et à chaque fois ils disent j'étais obsédée par ça et du coup, comme j'étais obsédée, j'avais que ça en tête et du coup, je l'ai fait. Mmh. Et bah, en fait, quand tu as du mal à faire un choix, essaie de te demander qu'est-ce qui occupe tout le temps tes pensées. Mmh. Par exemple, est-ce que ça fait, je sais pas, 3 ans que tu rêves d'aller faire un bivouac au Canada? Et ben en fait, la récurrence on parle de la récurrence des pensées, mais finalement c'est la récurrence des envies aussi. Ben ça, c'est force de vérité pour toi. Mmh. Donc, les choses auxquelles tu n'arrêtes pas de penser encore et encore et encore, et tu te dis, ah, là le mental s'enclenche, oui, mais il faut un visa, oui, mais c'est pas le bon moment, oui, mais. Et ben en fait, ce truc qui revient, ça, c'est un désir profond pour toi. Mmh. Donc, si tu as du mal à savoir qu'est-ce que tu veux, en fait, essaie de prêter attention aux envies régulières qui viennent. Parce qu'une envie qui persiste, c'est pas un caprice et c'est pas une phase. C'est Mais un c'est un désir peu comme, profond. elle tape, c'est quoi l'envie qui tape à la porte et qui tape chaque fois un peu plus fort et que malgré les années qui passent, elle est toujours là, quoi? Exactement. Ça, c'est ton corps qui te refait à chaque fois vivre des émotions à travers des rêves. Tu vas voir un film ou lire un bouquin et instantanément, tu vas penser à ça. Tout ça, c'est ton corps, ce qui est autour de toi, qui essaie de te guider. Donc, si tu Mmh. as du mal à faire des choix en ce moment, demande-toi qu'est-ce qui revient tout le temps. Qu'est-ce qui est comme une application tu sais, en arrière-plan Ah là? ouais, c'est ça, en arrière-plan. Qu'est-ce qui tourne en arrière-plan? C'est quoi le C'est quoi programme? l'application? Ouais, voilà, Mmh. c'est quoi l'application qui est tout le temps là ou le fond d'écran qui est tout le temps sur ton ordinateur quand tu l'ouvres? Mmh. Ça, c'est la base que tu peux observer pour te reconnecter à tes désirs profonds. Et après, l'idée, c'est de le voir, de l'assumer et de te dire maintenant que j'ai compris que c'était ça, qu'est-ce que je vais faire à propos de ça? Mmh. Ça, c'est l'étape d'après. C'est là que tu prends les gens par la main, non? C'est là qu'il y en a qui vont se prendre par la main tout seuls Ouais, et il y en aussi. a Mmh. qui auront besoin d'aide plus ou moins importante. C'est Et quoi ça. qu'il en soit, on a tous besoin d'aide à un moment donné. Mais par contre, c'est toujours toi qui sauras ce qui est bon pour toi. Ouais. Mmh. C'est ça, je pense, tu peux te le répéter en boucle. C'est toujours toi qui sais ce qui est bon pour toi. Et ça ne changera jamais. Le fait de te faire accompagner, c'est entre guillemets juste pour t'aider à regarder l'endroit dans ton corps où tu as cette réponse-là, mais tu n'arrives pas encore à l'avoir. Et après, t'aider à la matérialiser. Mmh. Ça va OK, comme mot de cool. la fin?
C'est impeccable. En tout cas, moi, j'ai kiffé. J'ai réussi. Merci, merci, merci. Oui, tu as bien fait. Allez, je te donne un ruban en rouge ou bleu ou je sais pas. Ouais. C'est parfait. J'ai vraiment pris plaisir à échanger avec toi, mais bon, c'est pas une surprise, hein, vu qu'on se connaît déjà un peu. Merci en tout cas. Je pense qu'il y a pas mal eu de pépites et de punchlines lors de cet échange aujourd'hui. On va pouvoir en rire après en off, à mon avis. Et donc, merci pour ça. Merci pour voilà, le temps que tu nous as consacré. Et puis, je te dis à très, très bientôt. Et merci beaucoup de m'avoir invitée. C'était un très grand plaisir. Allez consulter le podcast de Sandra parce que toutes les personnes qu'elle rencontre et qu'elle met en lumière valent la peine d'être découvertes. Merci. Je vais rougir. Allez, Bisous. ciao. Bisous. Ouais.